Mon histoire commence à la fête même qui devait célébrer la promotion de mon mari au poste de PDG. David, l'homme pour qui j'avais sacrifié toute ma jeunesse, l'homme que j'avais bâti de toutes pièces, a ordonné à son garde du corps de me donner 30 gifles pendant que sa belle et jeune maîtresse regardait comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Mais à peine 30 minutes plus tard, son titre prestigieux de PDG et sa vaste fortune se sont évaporés dans les airs. Il était à genoux à mes pieds, la voix rauque de désespoir, pleurant, « Grace, tu m'as ruiné. » Qu'est-ce qui pourrait pousser une épouse douce et patiente pendant 10 ans à riposter avec une cruauté aussi dévastatrice et précise? Mon histoire est longue et déchirante. Je vous demande seulement votre patience pendant que je la raconte. Mon nom est Grace, un nom que mes parents m'ont donné, espérant que ma vie serait toujours paisible et sereine. Je viens d'avoir 35 ans, un âge où l'on dit avoir la maturité nécessaire pour comprendre les flux et les reflux de la vie. Il y a 10 ans, j'ai épousé David Miller, mon mari. À l'époque, David n'était qu'un garçon d'une petite ville venu à New York avec rien d'autre que des poches vides et un cœur plein d'ambition. J'étais une jeune diplômée en finance de Wharton avec une mention summa cum laude. J'ai refusé un emploi lucratif chez Goldman Sachs pour bâtir une entreprise avec lui à partir de zéro. Nous avons enduré ensemble les moments les plus difficiles, partageant une seule part de pizza, passant des nuits blanches pour terminer nos premiers projets. Notre amour s'est forgé dans les épreuves partagées et la conviction absolue que tant que nous nous aurions l'un l'autre, nous pourrions surmonter n'importe quelle tempête, et c'est ce que nous avons fait. Notre petite start-up s'est renforcée de jour en jour. Grâce au sens aigu des affaires de David et à mon soutien stratégique et financier, il s'est progressivement fait un nom dans le monde impitoyable du développement immobilier. 5 ans après notre mariage, l'entreprise étant sur des bases solides, notre premier et unique fils, Léo, est né dans ce que je croyais être un bonheur sans limite. C'est alors que j'ai décidé de prendre du recul pour devenir le soutien indéfectible de la carrière de mon mari. Je croyais que pour une femme, la famille était la chose la plus importante. En voyant le succès de mon mari et l'enfance heureuse de notre fils, je pensais que mon sacrifice en valait tout à fait la peine. Nous avons emménagé dans un penthouse luxueux de l'Upper East Side avec une vue panoramique sur la ville, une vie dont d'innombrables personnes rêvaient. Je consacrais tout mon temps à élever Léo, à gérer notre maison et à entretenir de bonnes relations avec la famille de David. Ma belle-mère, Margaret, était une femme traditionnelle et quelque peu sévère. Elle me disait toujours, les hommes bâtissent des empires, les femmes bâtissent des foyers. Elle m'a appris que le devoir d'une épouse était d'être patiente et de se sacrifier pour que son mari puisse se concentrer sur sa grande carrière. J'ai pris ces paroles à cœur, m'efforçant d'être la belle-fille parfaite et l'épouse dévouée qu'elle attendait que je sois. La vie a continué son cours tranquillement. David avait de plus en plus de succès, son statut grimpant toujours plus haut. Notre entreprise a été rachetée par une grande corporation et il a finalement été nommé PDG de l'ensemble du groupe de construction. Il a commencé à partir tôt et à rentrer tard. Les dîners de famille sont devenus rares et les voyages d'affaires incessants. Je me disais que c'était le prix du succès. Je ne me plaignais pas. J'attendais simplement son retour en silence, préparant ses plats préférés et repassant ses chemises jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement nettes. Je me suis habitué à emmener Léo à l'école seul, à assister seul aux réunions parents-professeurs et à gérer chaque affaire domestique, petite ou grande, par moi-même. Je me suis habitué à la solitude à l'intérieur de ma propre cage dorée. Mais il y a environ 1 an, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. David avait changé. Il n'était plus le mari chaleureux et le père doux qu'il était auparavant. Il est devenu irritable et distant. Ses appels téléphoniques étaient toujours entourés de secrets. Il sortait sur le balcon ou s'enfermait dans la salle de bain pour y répondre. Il a commencé à accorder plus d'attention à son apparence, achetant des costumes de créateurs coûteux et portant du parfum qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. L'intuition d'une femme me disait qu'une autre figure était entrée dans nos vies. Mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il me fermait brusquement la porte. « Grace, ne sois pas ridicule. Je suis submergé de travail. Je n'ai pas de temps pour tes petites insécurités. » D'autres fois, il se montrait sarcastique. « As-tu trop de temps libre à rester assise à la maison toute la journée? Peut-être que si tu avais un travail, tu n'aurais pas de temps pour ces bêtises. » Ces paroles étaient comme des couteaux invisibles me poignardant le cœur. J'étais à l'agonie, mais je n'osais pas faire de scène. J'avais peur. J'avais peur que si la vérité éclatait, la famille que j'avais patiemment bâtie sur une décennie ne se brise. J'avais peur que mon fils ne perde son foyer parfait. Alors,
j'ai choisi le silence, me trompant moi-même en me disant que j'étais simplement trop sensible, qu'il subissait seulement la pression du travail. J'ai essayé de m'occuper de lui encore plus, cuisinant de meilleurs repas, me pomponnant pour lui à la maison, espérant reconquérir son cœur vagabond, mais tous mes efforts ont été vains. Il restait froid, distant, et les nuits où il ne rentrait pas du tout sont devenues plus fréquentes. Et puis le jour fatidique est arrivé. David est rentré plus tôt que d'habitude, le visage rayonnant d'excitation. Il a jeté sa mallette sur le canapé, m'a serré dans ses bras et a annoncé « Grace, ils m'ont nommé PDG du groupe ». Je suis resté figé, le cœur battant. PDG. C'était la position la plus élevée, le sommet du succès qu'il poursuivait depuis des années. J'aurais dû être ravi, fier. Mais pour une raison quelconque, un vague sentiment d'effroi m'a envahi. J'avais l'impression que lui et moi nous tenions dans deux mondes complètement différents. Il s'était élevé vers un nouveau sommet alors que je n'étais encore qu'une femme au foyer confinée à la cuisine. J'ai esquissé un faible sourire. Félicitations. Mais il ne semblait pas remarquer mon malaise. Il a parlé avec enthousiasme de la fête d'inauguration à venir. Ça va être énorme, Grace. J'ai invité tous nos partenaires majeurs, tout le conseil d'administration. Tu dois te trouver une robe spectaculaire, quelque chose qui convienne à l'épouse d'un PDG, dit-il, la voix pleine d'autosatisfaction. J'ai juste hoché la tête en silence, ressentant un sentiment terrifiant d'aliénation. Il n'en discutait pas avec moi. Il me donnait des ordres. Je n'étais plus sa partenaire de vie, partageant ses triomphes, mais j'étais devenu un accessoire de décoration, quelque chose de nécessaire pour compléter son image publique. Dans les jours qui ont suivi, il s'est jeté corps et âme dans la planification de la fête. Il a engagé une société professionnelle d'organisation d'événements et a personnellement choisi un luxueux hôtel 5 étoiles à Midtown Manhattan comme lieu de réception. Il ne m'a consulté sur rien. J'observais simplement en silence, mon cœur s'alourdissant chaque jour. Je suis sorti seul et j'ai choisi une robe de soirée d'un vert émeraude profond. C'était un modèle élégant et modeste, mais indéniablement sophistiqué. Je voulais être belle pour son grand jour, une ultime tentative d'affirmer ma propre valeur. Le soir de la fête, je me tenais devant le miroir, étudiant mon reflet. La femme qui me regardait avait encore des traces de jeunesse, mais ses yeux portaient une profonde tristesse. J'ai appliqué mon maquillage avec soin, essayant de dissimuler l'épuisement des nuits sans sommeil. Quand je suis descendu, David attendait déjà, très élégant dans un smoking noir sur mesure. Il m'a dévisagé de la tête aux pieds, d'un regard scrutateur et non admiratif. Il a légèrement froncé les sourcils. « Pourquoi as-tu choisi cette couleur ? Ça te vieillit. » Enfin, peu importe. On n'a plus le temps de se changer maintenant. Allons-y, ces paroles ont été comme un seau d'eau glacée versé sur mon âme. J'ai marché vers la voiture en silence, le cœur serré. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser les nuages noirs pour être l'épouse rayonnante à ses côtés. Mais je n'avais aucune idée que dans quelques heures seulement, dans cet endroit si glamour, j'allais perdre non seulement mon sourire, mais aussi ma dignité, mon honneur et les 10 années de ma vie que j'avais consacrées à cet homme. L'hôtel 5 étoiles où se tenait la fête était décoré comme un palais. Des lustres en cristal éblouissant illuminaient les sols en marbre poli, reflétant les images d'invités élégants en tenues coûteuses. L'air était rempli d'une musique douce, du tintement des coupes de champagne et d'une symphonie de rire et de conversation, la bande-son du succès et du pouvoir. J'ai parcouru le tapis rouge au bras de David, forçant un sourire éclatant et radieux pour cacher le vide et l'anxiété dans mon cœur. Tous les yeux étaient fixés sur nous. Ils le regardaient avec admiration et éloge, et me regardaient avec un mélange de curiosité et d'envie. La femme du PDG est si jeune et si belle. David Miller est un homme chanceux, brillant, avec une famille parfaite. C'est le couple en or du monde des affaires new-yorkais. Ces compliments auraient dû me rendre heureuse, mais ils sonnaient amers et creux. Je savais qu'à leurs yeux, je n'étais qu'une ombre, un ornement accentuant la glorieuse carrière de mon mari. Personne ne savait ce que j'avais sacrifié, ce à quoi j'avais renoncé pour l'amener à ce jour. David se délectait de l'attention. Il m'entraînait dans la salle, me présentant aux partenaires et aux personnalités importantes. Mais ces présentations étaient étranges. Il ne disait pas « Voici Grace, ma femme, la femme qui a bâti cette entreprise avec moi ». Il disait simplement « Voici ma femme ». Le titre était formel et imposant, mais si incroyablement distant. On aurait dit une description de poste, pas un terme d'affection pour une partenaire aimée.
Je me sentais comme une poupée sans vie qu'il exhibait pour montrer au monde sa perfection fabriquée. Tout au long de la fête, il m'a à peine adressé la parole. Il était trop occupé par les toasts de célébration, les poignées de main et les sourires radieux pour ses associés. Je me tenais tranquillement dans un coin, tenant un verre de vin rouge que je ne sirotais jamais, les yeux fixés sur la foule sans rien voir. Je me sentais perdu, totalement seul à ma propre célébration familiale. Ma belle-mère, Margaret, était dans son élément. Vêtue d'une luxueuse robe de velours, elle circulait dans la pièce, le visage rayonnant de fierté. Elle se vantait de son fils, du poste de PDG qu'il venait d'obtenir, comme s'il s'agissait d'une victoire pour toute la lignée familiale. Me voyant seul, elle s'est approchée avec une pointe de reproche. « Grace, pourquoi te caches-tu ici? Tu devrais être là-bas à réseauter avec ton mari. Tu dois te comporter comme la femme d'un PDG, pas comme une plante verte. Les gens vont jaser. » J'ai simplement hoché la tête humblement, mais mes pieds semblaient enracinés au sol. Je ne pouvais pas me résoudre à participer à cette mascarade. Et puis elle est apparue. Juste au moment où la fête atteignait son apogée, une jeune femme vêtue d'une robe rouge feu qui moulait sa silhouette superbe a fait son entrée. Elle était très jeune, probablement au début de la vingtaine, avec un visage fin et magnifique et des lèvres rouges provocantes. Tous les regards dans la salle se sont tournés vers elle. Elle n'était pas seule. À son bras, la tenant avec une intimité indéniable, n'était autre que David Miller, mon mari. À cet instant, le temps s'est arrêté. Un bourdonnement a rempli mes oreilles, ma vision s'est troublée et ma poitrine m'a semblé compressée. Je suis resté figé. Le verre de vin a glissé de ma main et s'est fracassé sur le sol, les éclats de verre s'éparpillant comme les morceaux de mon cœur. David n'a même pas regardé dans ma direction. Il a conduit la jeune fille droit vers la scène où un gâteau géant attendait. Il a pris le micro, sa voix résonnant dans toute la salle. Merci à tous d'être venus célébrer avec moi. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Et pour rendre cette journée encore plus parfaite, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'encore plus spécial. Il s'est tourné vers la jeune fille, les yeux remplis d'une adoration que je n'avais pas vue depuis des années. Voici Jessica. Elle a été à mes côtés, m'encourageant et me donnant l'inspiration pour accomplir tout ce que j'ai aujourd'hui. Elle est mon énergie, mon avenir. Une vague de murmures a parcouru la salle. Les gens échangeaient des regards confus. Certains me regardaient avec pitié. Je me tenais là, au centre de l'attention, me sentant mise à nu devant des centaines de regards. La douleur, l'humiliation et la rage ont gonflé dans ma poitrine comme un raz-de-marée, balayant les derniers restes de mon calme. Je n'ai pas pleuré. Mes larmes étaient taries depuis longtemps. Tout ce que je ressentais était un vide terrifiant. 10 ans de sacrifice, 10 ans de dévotion, le tout remboursé par cette dégradation publique. Il ne se contentait pas d'avoir une liaison. Il était déterminé à piétiner mon honneur, à effacer complètement mon existence. Ma belle-mère était stupéfaite. Sa mâchoire s'est décrochée et son visage est devenu pâle. Elle ne pouvait pas croire ce que son fils venait de faire. Elle a lancé un regard vers moi, ses yeux exprimant un mélange complexe de colère et de confusion. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, rassemblant mes dernières forces. Je n'allais pas m'effondrer ici. Je ne les laisserai pas me voir faible. J'ai commencé à marcher lentement vers la scène. Chaque pas me semblait lourd comme du plomb, mais mon regard était aiguisé et inébranlable. David m'a vu approcher. Il a semblé troublé un instant, mais a rapidement retrouvé son assurance arrogante. La maîtresse, Jessica, me regardait avec un ricanement provocateur, ses lèvres s'étirant en un sourire victorieux. Je me suis arrêté à quelques pas d'eux. Je ne l'ai pas regardée, elle. J'ai regardé David directement dans les yeux. Ma voix tremblait, mais chaque mot était clair. David, peux-tu expliquer cela? Qui est cette femme? Et que suis-je, moi? Ta femme légitime, la personne qui a marché à tes côtés dans les moments les plus difficiles? Que suis-je pour toi maintenant? Le front de David s'est froncé. Sa voix est devenue froide et cruelle. Grace, ne fais pas de scène ici. Ne vois-tu pas que tu m'embarrasses? Retourne à ta place. Nous en parlerons à la maison. Je t'embarrasse? J'ai laissé échapper un rire amer qui m'a glacé jusqu'aux os. Tu amènes ta maîtresse à ta propre fête, tu la présentes comme une reine, et je suis rejeté comme un vieux meuble. Qui embarrasse qui? Le silence est tombé sur la salle.
Tout le monde retenait son souffle, regardant le drame se jouer. Jessica a alors pris la parole, sa voix doucereuse, mais chaque mot était une aiguille dans mon oreille. Grace, tu ne devrais pas rendre les choses difficiles pour David. Il n'y a pas de faute en amour, seulement dans le fait d'être celle qui n'est plus aimée. David et moi sommes vraiment amoureux. Tu devrais savoir quand te retirer avec élégance. Tais-toi, ai-je hurlé, perdant le contrôle pour la première fois de ma vie. Tu n'as aucun droit de me parler. En me voyant enragé, David a instinctivement bougé pour protéger sa maîtresse. Il m'a fusillé du regard, sa voix n'étant qu'un grognement bas et menaçant. Grace, je te le dis pour la dernière fois, ne me pousse pas à bout. C'est ma célébration. Ne la gâche pas. La gâcher? Des larmes ont enfin coulé sur mon visage. Tu appelles cette trahison une célébration? David, es-tu seulement humain? Pendant 10 ans, j'ai tout sacrifié pour toi, pour cette famille. J'ai abandonné ma carrière. J'ai élevé notre fils. Je me suis occupé de ta mère. Et pourquoi? Pour cette humiliation? La colère et la douleur ont effacé toute ma peur. J'ai pointé un doigt tremblant vers lui, la voix brisée. Tu es un homme ingrat et sans cœur. Tu ne mérites rien de ce que tu as. Peut-être mes mots ont-ils touché une corde sensible chez le nouveau PDG. Le visage de David a rougi de rage. Sans un mot de plus, il s'est tourné vers le grand garde du corps qui se tenait près de la scène et a donné un ordre si froid qu'il m'a glacé le sang, un ordre que je n'oublierai jamais. Gifle-la 30 fois pour moi. Fais-la se réveiller. Toute la salle a été plongée dans un silence de stupeur. Personne ne pouvait croire qu'un homme prospère et sophistiqué comme David Miller puisse donner un ordre aussi brutal contre sa propre femme devant des centaines d'invités. Le garde du corps a hésité, mais un regard meurtrier de David l'a fait hocher la tête et s'avancer vers moi. Je suis resté parfaitement immobile, mon corps tremblant non pas de peur, mais d'une horreur absolue. L'homme que j'avais aimé, le père de mon enfant, pouvait me traiter ainsi. À côté de lui, Jessica a croisé les bras, un regard de pure satisfaction sur le visage. Elle était prête pour le spectacle. Juste au moment où la main massive du garde du corps allait frapper mon visage, un calme étrange m'a envahi. La douleur s'était transformée en haine. La faiblesse était remplacée par une volonté de faire. Je savais qu'à partir de cet instant, tout était fini entre David et moi. Et il s'apprêtait à payer un prix très élevé pour ce qu'il avait fait aujourd'hui. Il n'avait aucune idée que la tragédie qu'il dirigeait n'était que le prélude à sa propre chute. La main du garde du corps était encore en l'air, ne touchant pas encore ma joue, quand j'ai fait un pas en arrière. J'ai levé le menton, mon regard verrouillé sur le sien, froid et tranchant. Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence de mort de la pièce, chaque mot était d'une clarté cristalline. Tu me touches, et je te garantis que d'ici demain, ta famille entière n'aura plus d'endroit où se cacher dans cette ville. Mes mots portaient une menace indéniable. Le garde du corps s'est figé, sa main massive tremblant alors que ses yeux s'écarquillaient de confusion. Il n'était qu'un homme salarié fidèle à David, certes, mais pas assez fou pour s'attirer la ruine. Il a regardé David, attendant un autre ordre. Le visage de David est devenu violet de rage. Il ne pouvait pas croire que sa femme, toujours douce et soumise, puisse prononcer des mots aussi défiants. Il a rugi, « Tu es sourd ? Je t'ai dit de la gifler. J'assumerai la responsabilité de toutes les conséquences. » Mais je ne lui en ai pas laissé la chance. Je me suis tourné vers David, un léger sourire froid jouant sur mes lèvres. David, es-tu sûr de pouvoir assumer les conséquences? Puis, sans un moment d'hésitation, je me suis retourné et je suis parti non pas vers la sortie, mais vers le côté de la scène où se trouvait l'entrée du personnel. Chaque regard suivait chacun de mes pas. Il ne comprenait pas ce que je faisais, il pensait probablement que je fuyais par humiliation. David et Jessica le pensaient certainement. Ils m'observaient avec mépris comme si j'étais une perdante pathétique. Ma belle-mère s'est précipitée après moi, m'attrapant le bras et chuchotant, « Grace, ne fais rien d'insensé. Rentre à la maison. Je lui parlerai. N'embarrasse pas davantage la famille. » J'ai doucement dégagé mon bras, ne disant rien, lui jetant seulement un regard de pitié et de tristesse. Elle n'avait pas réalisé que la famille qu'elle essayait si désespérément de protéger était déjà pourrie de l'intérieur. Je suis entré dans les coulisses où quelques membres du personnel déconcertés me fixaient. Je les ai ignorés, j'ai marché vers un coin isolé et j'ai sorti un petit téléphone simple de ma pochette.
Ma main était parfaitement stable. J'ai composé un numéro enregistré sous un nom très ordinaire, Arthur. L'homme à l'autre bout a décroché presque immédiatement. Une voix d'homme profonde et assurée a dit « oui ». J'ai pris une profonde inspiration, ma propre voix étant étonnamment calme. « Arthur, c'est le moment. Commence. » C'était un ordre court et simple. Pas d'explication, pas d'histoire. La voix à l'autre bout a simplement répondu « compris ». J'ai raccroché, effacé l'appel de mon historique et je suis ressorti mes pas vers la salle de bal. J'ai pris la sortie de secours et j'ai laissé derrière moi cet hôtel 5 étoiles glamour, abandonnant le drame qui s'apprêtait à atteindre son acte final. Je ne suis pas rentré à la maison. J'ai marché sans but le long des rues brillamment éclairées. L'air frais de la nuit sur mon visage me dégrisait. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais plus de douleur. Tout ce qui restait était un immense vide et un étrange sentiment de soulagement. Le poids des mensonges, des faux-semblants, des années de souffrance silencieuse, tout semblait avoir été levé ce soir. Je lui avais donné une chance, mais il l'avait détruite de ses propres mains. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 15 minutes s'étaient écoulées depuis mon appel. Tout devait déjà avoir commencé. De retour dans la salle de bal après mon départ, David a essayé de sauver l'atmosphère. Il a saisi le microphone, a forcé un rire et a dit « Mes excuses pour cette petite interruption, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, continuons la célébration. » Il a fait signe à l'orchestre de jouer quelque chose d'entraînant. Jessica s'accrochait à son bras, riant et discutant, essayant de prétendre que rien ne s'était passé. Mais l'ambiance dans la salle était irrémédiablement brisée. Les chuchotements et les commérages continuaient. Les gens regardaient David différemment maintenant avec curiosité, mais aussi avec une pointe de mépris. Un homme capable de traiter sa femme si cruellement, pouvait-on vraiment lui faire confiance en affaires? Et puis, exactement 30 minutes après mon coup de téléphone, la véritable tempête a frappé. Les téléphones de presque tous les invités dans la salle ont vibré et se sont allumés en même temps. Les sites web des plus grands organes de presse et les forums d'affaires les plus respectés ont tous publié simultanément une information choc avec un titre massif, Flash, le nouveau PDG de Miller Construction Group, David Miller, exposé pour une fraude financière massive, détournant des centaines de millions. L'article était accompagné d'une montagne de preuves irréfutables, des relevés bancaires scannés montrant des transactions suspectes valant des dizaines de millions de dollars étant acheminés vers des comptes personnels offshore, des contrats fantômes signés avec des sociétés écrans, des fichiers audio de David discutant de systèmes de pots de vin et de gonflement de la valeur des projets avec des partenaires. Tout était clair, détaillé et vérifié jusqu'au dernier dollar. La salle de bal a éclaté en chaos. Tout le monde était scotché à son téléphone, les visages devenant pâles. Sur les téléscripteurs numériques du marché boursier, l'action de Miller Construction Group, MCG, est instantanément passée au rouge sang, plongeant en chute libre. Les partenaires majeurs qui venaient de porter un toast au succès de David le regardaient maintenant avec colère et panique. Le téléphone de David s'est mis à sonner sans cesse. Il a répondu, la main tremblante. C'était le vice-président à l'autre bout du fil, la voix frénétique. « David, c'est un désastre. Toutes les preuves de ta fraude sont en ligne. Les actionnaires exigent une réunion d'urgence et la SEC lance déjà une enquête. » David s'est figé. Le téléphone est tombé de sa main, se brisant sur le sol en marbre. Son visage était terreux, vidé de toute couleur. Il a titubé, cherchant son propre téléphone pour voir les nouvelles. Quand il a vu les preuves, ses yeux se sont agrandis d'horreur. Il savait que tout était vrai, et il savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait avoir eu accès à tout cela. Il a levé les yeux sauvagement, me cherchant dans la foule, mais j'étais parti. Il s'est précipité hors de la salle de bal, courant jusqu'au hall principal, et là, il m'a vu. Je me tenais juste devant l'entrée de l'hôtel, aussi silencieuse qu'un fantôme. Une voiture de ville noire m'attendait déjà au trottoir. David s'est jeté vers moi, m'attrapant les épaules, sa voix n'étant qu'un hurlement fou. « Grace, c'était toi, n'est-ce pas? Tout cela est de ton fait. » Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé avec une expression d'un calme troublant. Il m'a secoué violemment, sa voix se brisant sous la panique. « Pourquoi? Pourquoi ferais-tu cela? Veux-tu me détruire? Détruire notre famille? » Enfin, j'ai parlé, ma voix froide comme la glace. « Celui qui a tout détruit, ce n'est pas moi, David. C'est toi. »
Au moment où tu as ordonné à ton garde du corps de me gifler 30 fois devant ta maîtresse, tu as signé l'arrêt de mort de ta propre carrière. David s'est figé et puis, comme s'il comprenait tout d'un coup, il s'est effondré. Il est tombé à genoux, s'agrippant à mes jambes, sanglotant des larmes hystériques, inutiles et tardives. Grace, j'avais tort. Je t'en supplie. Reprends tout. S'il te plaît, tu m'as ruiné. Tu as ruiné cette famille. J'ai regardé l'homme agenouillé à mes pieds, l'homme que j'avais aimé autrefois de tout mon être. Le fier PDG n'était plus là, remplacé par l'épave pathétique d'un homme déchu. Je ne ressentais rien ni satisfaction, ni pitié, seulement une lassitude infinie. J'ai doucement dégagé ma jambe et fait un pas en arrière. Je me suis détourné et j'ai marché vers la voiture qui m'attendait, le laissant derrière moi avec ses cris désespérés et une carrière qui avait atteint son zénith pour ensuite plonger dans l'abîme. La portière de la voiture s'est fermée, m'isolant du monde bruyant et faux derrière moi. Mais comment avais-je obtenu ces preuves? Et qui était cet homme, Arthur, qui m'avait aidé à exécuter ce plan sans faille? Ce n'était pas un acte de vengeance spontanée réalisé en 30 minutes. C'était une tempête que j'avais discrètement cultivée pendant très longtemps. Beaucoup pourraient penser que mon plan de vengeance était un acte impulsif, un geste désespéré d'une femme poussée à ses limites. Mais non, la tempête qui a anéanti la carrière de David Miller n'a pas été créée en 30 minutes. C'était le résultat d'un processus long et atroce de plus de 6 mois passés à vivre dans mon propre enfer privé de larmes ravalées, de douleurs qui s'étaient solidifiées en une résolution froide, et d'un plan calculé jusqu'au plus petit détail. Laissez-moi vous ramener au début, au jour où j'ai réalisé pour la première fois que le mari en qui j'avais eu une confiance absolue ne m'appartenait plus. Cela a commencé par un après-midi pluvieux il y a plus de 6 mois. C'était le 8e anniversaire de notre fils Léo. J'avais passé toute la journée à préparer une petite fête intime à la maison, cuisinant tous les plats que lui et David aimaient. J'avais appelé David le matin pour lui rappeler de rentrer tôt pour souffler les bougies avec son fils. Il a promis sans hésitation. Ne t'inquiète pas, Grace. Je serai là pour mon fils même si c'est la fin du monde. Je l'ai cru. Léo et moi nous sommes assis à la table de la salle à manger à côté d'un gâteau d'anniversaire scintillant de bougies, et nous avons attendu. Nous avons attendu de 18h à 19h, puis 20h. La nourriture a refroidi sur la table. Les bougies sur le gâteau ont fondu en flaques de cire. Léo, en bâillant, m'a demandé, « Maman, pourquoi papa n'est pas encore rentré ? J'ai tellement sommeil. » Mon cœur me semblait oppressé. Je l'ai pris dans mes bras, essayant de l'apaiser. « Papa sera bientôt là, chérie. Il est probablement juste retenu par une réunion de dernière minute. » Mais David n'est jamais rentré. Ce n'est que vers 23h, bien après que Léo se fut endormi sur mon épaule, qu'il est rentré complètement ivre. Sur le col de sa chemise blanche, j'ai vu une tache de rouge à lèvres rouge vif, une teinte que je ne portais jamais. L'odeur entêtante d'un parfum de femme mélangé à de l'alcool éventé m'a frappé comme un coup physique. À cet instant, mon monde entier s'est effondré. Je n'ai pas crié et je n'ai pas exigé de réponse. Je l'ai juste aidé calmement à aller dans la chambre, j'ai changé ses vêtements, puis je me suis assise seule dans le salon, fixant les lumières de la ville striées par la pluie. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré pour ma propre naïveté, pour 10 ans de sacrifices piétinés, et pour mon fils doux et innocent. Le lendemain matin, quand David s'est réveillé, il a agi comme si de rien n'était. Il a lancé un « désolé d'avoir raté la fête superficielle » puis s'est dépêché de se préparer pour le travail. Il n'a pas remarqué mes yeux gonflés ni mon silence troublant. C'est son indifférence qui a tué le dernier lambeau d'espoir que j'avais. Je savais que je ne pouvais plus vivre dans cette tromperie un jour de plus, mais je savais aussi que je ne pouvais pas agir de manière irréfléchie. Le David d'aujourd'hui n'était plus le garçon sans le sou d'il y a des années. Il avait un statut, du pouvoir et des relations. Si je faisais une scène, c'est moi qui perdrais tout. Il pourrait facilement me faire passer pour une femme hystérique et jalouse. Il pourrait utiliser son argent pour se battre pour la garde de Léo. Je me retrouverais sans rien. Alors que je sombrais dans le désespoir, une idée a germé dans mon esprit. Je ne serais pas une victime. Je serais une guerrière. Je devais obtenir justice pour moi-même. Et pour cela, j'avais besoin de preuves, des preuves irréfutables. Mais par où commencer ? Je n'étais qu'une femme au foyer, éloignée du monde de l'entreprise depuis longtemps et sans relation propre. Je me sentais petite et impuissante.
J'ai envisagé d'engager un détective privé mais je craignais pour la fiabilité et le risque d'être découverte. J'étais piégé dans un tourbillon d'anxiété, perdant le sommeil et du poids jour après jour. Puis un jour, en rangeant le vieux bureau de mon défunt père, je suis tombé sur l'un de ces vieux carnets d'adresses. En feuilletant les pages jaunies, mon doigt s'est arrêté sur un nom, Arthur Vance. En dessous se trouvait un numéro de téléphone. Arthur. Je me souvenais de lui. C'était le meilleur ami de mon père, son partenaire commercial le plus fidèle. Quand j'étais petite fille, il venait chez nous, me prenait dans ses bras et me donnait des bonbons. C'était un homme d'affaires prospère en son nom propre, un homme que mon père respectait profondément pour son intégrité et son brio. Après le décès de mon père, nos familles avaient perdu le contact. Je n'avais aucune idée si le numéro était toujours en service, mais dans mon désespoir, j'ai décidé de tenter ma chance. Rassemblement tout mon courage, j'ai composé le numéro, le cœur battant la chamade. Après quelques sonneries, une voix d'homme familière et profonde a répondu. « Allô ? Monsieur Vance, est-ce vous ?» ai-je balbutié. « C'est Grace, la fille de Frank Davis. » Il y a eu un moment de silence à l'autre bout, puis la voix s'est adoucie sous l'émotion. « Grace, c'est vraiment toi. Cela fait trop longtemps. Comment vas-tu ? Comment va ta famille ?» Sa voix chaleureuse était comme un courant d'eau fraîche sur mon âme desséchée. J'ai éclaté en sanglots, incapable de me retenir plus longtemps. Arthur a semblé sentir que quelque chose n'allait pas du tout. Il a parlé doucement. « Grace, ne pleure pas. Quoi que ce soit, tu peux me le dire. Je t'ai toujours considérée comme une fille. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas souffrir seule. » Le lendemain, j'ai rencontré Arthur dans un café calme et discret. Je lui ai tout dit, les changements de David, la tache de rouge à lèvres, sa cruelle indifférence. J'ai raconté mon histoire à travers des larmes et des phrases brisées. Arthur a écouté en silence, son expression se durcissant, ses yeux brillants de colère. Quand j'ai fini, il a doucement tapoté la table, la voix ferme. Ce garçon, David, traitait la fille de mon ami de cette façon. Cela ne restera pas ainsi. Grace, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Je l'ai regardée, hésitante. Mais Arthur, il est si puissant maintenant. J'ai peur. Arthur m'a coupé, le regard aiguisé. Le pouvoir dans cette vie, Grace, personne ne peut se cacher de la vérité éternellement. Ce qui est important maintenant, c'est que nous agissions intelligemment. Que veux-tu ? Veux-tu un divorce à l'amiable avec un arrangement financier ? Ou veux-tu qu'il paie pour chacune des choses qu'il t'a faites ? Je l'ai regardé, l'image d'un David ivre le jour de l'anniversaire de notre fils défilant dans mon esprit, le rouge à lèvres criard, le ricanement méprisant quand j'essayais de sauver notre mariage. Un feu de haine pure s'est allumé en moi. J'ai serré les poings, ma voix devenant froide et résolue. Je veux qu'il paie, Arthur. Je veux qu'il perde tout ce dont il est si fier, tout ce qu'il a construit sur mes sacrifices. Arthur m'a regardé, une lueur d'approbation dans les yeux. Il a hoché la tête. Bien. Tu as l'esprit de ton père. Si c'est ta décision, je t'aiderai jusqu'au bout. Mais ce chemin sera difficile et dangereux. Es-tu prête ? Je l'ai regardé droit dans les yeux sans une trace de doute. Je suis prête. À partir de ce jour, je n'étais plus la Grace faible et soumise du passé. Je suis devenu quelqu'un d'autre, une femme vivant avec un seul but: démasquer le vrai David Miller. Notre plan a commencé à prendre forme, une stratégie méticuleuse et détaillée, attendant le moment parfait pour porter le coup décisif final. Ce qui s'est passé à la fête ce soir n'était que la conclusion annoncée d'une pièce de théâtre faite de tromperies. Mais comment avons-nous rassemblé ces preuves financières secrètes ? Et à quel point Arthur était-il impliqué ? C'est une autre longue histoire. Après cette rencontre fatidique avec Arthur, j'ai ressenti une vague de force invisible. Je n'étais plus seule ou impuissante. Je savais que j'avais un pilier de soutien solide derrière moi, un homme qui avait non seulement les moyens financiers et l'influence mais, plus important encore, une confiance et une affection sincères pour moi. Notre plan était divisé en deux phases principales. Phase 1, collecte de preuves. Phase 2, attendre le moment opportun pour frapper. Arthur m'a fait comprendre que pour faire tomber un homme au sommet de son pouvoir comme David, une preuve d'infidélité ne suffisait pas. Dans le monde des affaires à enjeux élevés, l'infidélité était un scandale courant. Cela pourrait ternir sa réputation, mais cela ne détruirait pas sa carrière. Pour le faire tomber,
nous devions le frapper là où cela faisait le plus mal, ses finances et sa situation juridique. Arthur m'a mis en relation avec le cabinet de détective privé le plus professionnel et digne de confiance qu'il connaissait. Ce n'était pas votre agence de détective typique, c'était une équipe de véritables experts, comprenant d'anciens agents du FBI et des spécialistes de la cybersécurité. Leurs honoraires étaient astronomiques, mais Arthur les a balayés d'un revers de main. L'argent n'est pas le problème, Grace. La justice l'est. La première tâche de l'équipe était d'identifier la maîtresse. En 3 jours, ils avaient un dossier complet. Elle s'appelait Jessica Thorne, un mannequin de seconde zone connu pour fréquenter les fêtes de l'élite de la ville. Elle avait rencontré David lors d'un événement client et, avec sa beauté et sa ruse, avait rapidement capturé le cœur d'un homme lassé de sa femme et avide de nouveautés. Mais ce n'était pas tout. Les enquêteurs ont découvert que Jessica n'était pas seulement une maîtresse. Derrière elle se trouvait un autre homme, l'un des rivaux commerciaux de David, qui l'utilisait pour extraire des informations privilégiées de Miller Construction Group. Apprenant cela, j'ai ressenti un mélange de fureur et de pitié pour David. Il pensait avoir trouvé le véritable amour, une nouvelle source d'énergie, mais en réalité, il n'était qu'un pion de plus dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cette pitié s'est évanouie lorsque j'ai vu les photos envoyées par les enquêteurs, des photos de David et Jessica se tenant la main lors de virées shopping dans les boutiques les plus chères de la 5e avenue, des photos d'eux s'embrassant dans un pantouse de luxe qu'il lui avait acheté, et les photos les plus douloureuses d'eux en vacances en Europe alors qu'il m'avait menti au sujet d'un voyage d'affaires urgent. En regardant ces images, mon cœur me semblait percé par 1000 aiguilles. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai enregistré chaque photo dans un dossier sur mon ordinateur, que j'ai nommé « La trahison ». Parallèlement à la surveillance de Jessica, la mission la plus critique de l'équipe consistait à enquêter sur les finances de David. C'était la partie la plus difficile car David était méticuleux et sophistiqué dans ses transactions. Arthur a dû mettre à profit son propre réseau pour aider l'équipe, demandant un service à un vieil ami, un cadre supérieur d'une grande banque pour aider à retracer les flux d'argent suspects. Et puis, les vérités horrifiantes ont commencé à faire surface. Il s'est avéré que David n'utilisait pas seulement son propre argent pour entretenir sa maîtresse, il avait commencé à détourner des fonds de l'entreprise il y a plus de 2 ans. Il avait établi une série de sociétés écrans enregistrées sous les noms d'associés de confiance. Il créait ensuite de faux contrats de construction et de fourniture de matériaux entre le groupe Miller et ses fausses entreprises, gonflant les coûts pour détourner des millions. J'étais assise devant mon ordinateur, lisant chaque rapport et examinant chaque relevé bancaire envoyé par l'équipe. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de pur dégoût. L'homme que j'avais autrefois admiré pour son talent et son dynamisme n'était rien d'autre qu'un criminel cupide et sans scrupules. Il avait abusé de la confiance des actionnaires, du conseil d'administration et de la mienne, tout cela pour s'enrichir. La somme qu'il avait volée s'élevait à des centaines de millions, une somme faramineuse, suffisante pour que lui et sa maîtresse vivent dans le luxe pour le reste de leurs jours. Je me souvenais des débuts où nous devions compter chaque dollar. Je me souvenais des fois où j'avais renoncé à m'acheter une nouvelle robe pour qu'il ait assez d'argent pour impressionner un client. À ses yeux, tous mes sacrifices devaient être une plaisanterie. Plus nous creusions, plus les crimes que nous découvrions étaient graves. David ne faisait pas que détourner des fonds, il était également impliqué dans la corruption de fonctionnaires municipaux pour remporter d'importants contrats de développement. Il avait construit un réseau sophistiqué de népotisme pour couvrir ses activités illégales. Après avoir examiné l'intégralité du dossier, Arthur n'a dit qu'une chose, cet homme ne t'a pas seulement trahi, Grace. Il a trahi la carrière même qu'il a bâtie. Il a creusé sa propre tombe. J'étais assise là, dans le bureau d'Arthur, entouré de piles de documents. J'avais l'impression de faire face à un monstre créé par la cupidité et les mensonges de l'homme avec qui j'avais partagé mon lit. Arthur m'a demandé, Grace, avec ces preuves, nous pouvons le remettre immédiatement aux autorités. Il fera face à une très longue peine de prison. Est-ce ce que tu veux? Je suis restée silencieuse pendant un long moment, l'image de notre fils Léo à l'esprit. Si David allait en prison, mon fils grandirait sans père. Il porterait le stigmate d'être le fils d'un criminel. Cette douleur pourrait être encore plus grande que la trahison que j'avais subie. J'ai regardé Arthur et j'ai secoué la tête. Je ne veux pas qu'il aille en prison, Arthur. Du moins pas pour Léo. Je veux juste qu'il perde tout ce dont il est si fier, sa carrière, son statut et son arrogance. Je veux qu'il sache ce que l'on ressent quand on tombe du plus haut sommet vers l'abîme le plus profond, de la même manière que je l'ai ressenti. Arthur m'a regardé, d'abord avec surprise,
puis avec compréhension et respect. Il a haché la tête. Je comprends. Si c'est ce que tu veux, nous trouverons un autre moyen, un moyen qui n'implique pas les tribunaux, mais qui est encore plus douloureux que la prison. Et c'est à ce moment-là que la phase 2 de notre plan a été mise en mouvement. Nous ne le dénoncerions pas à la police. Nous transformerions ces preuves en une arme, une bombe à retardement, et nous la ferions exploser au moment où il s'y attendrait le moins, au moment où il serait au sommet de sa gloire, au moment où il se sentirait le roi du monde. La fête d'inauguration du PDG était la scène parfaite pour sa chute spectaculaire. Mais pour que cette bombe ait un impact maximum, nous avions besoin d'un élément de plus, un élément qui pourrait ébranler les fondements même du groupe de construction Miller. Et c'est alors que le véritable rôle d'Arthur est devenu clair. Si les enquêteurs privés étaient les soldats infiltrés rassemblant les munitions, alors Arthur était le général brillant qui concevait la stratégie de la bataille finale. Après avoir décidé de renoncer aux poursuites judiciaires au profit d'une destruction de David sur le champ de bataille de l'entreprise, Arthur a souri, un sourire à la fois sage et un peu fier. « Tu as vraiment grandi, Grace », a-t-il dit. Parfois, la punition la plus douloureuse n'est pas l'enfermement physique, mais l'effondrement complet de l'esprit. Nous laisserons David Miller vivre cela. Arthur a commencé à exposer son plan. Il a expliqué que le simple fait de divulguer les preuves de fraude financière en ligne ne suffisait pas. Cela provoquerait un choc massif et ferait chuter l'action en flèche, mais avec ses relations et sa ruse, David pourrait encore trouver un moyen de s'en sortir, blâmer un subordonné ou utiliser l'argent pour faire taire les médias. Pour s'assurer qu'il n'ait aucune voie de rétablissement, nous devions prendre le contrôle de l'intérieur. Nous devions devenir une force suffisamment puissante au sein du groupe de construction Miller pour décider de son sort. J'ai demandé, perplexe, mais comment ? Je ne suis qu'une petite actionnaire, et tu n'as aucun lien avec l'entreprise. Arthur a ri, le rire d'un vétéran chevronné d'innombrables guerres d'entreprise. Qui a dit que je n'avais aucun lien ? Dans le monde de la haute finance, Grace, tout est possible avec assez de capital et un plan parfait. Et le plan d'Arthur était véritablement stupéfiant. Il a révélé que depuis 6 mois, alors que j'enquêtais sur David, il agissait en secret. Il avait utilisé une partie importante de sa fortune personnelle et ses relations dans le monde financier pour établir un fonds d'investissement fantôme. Le fonds n'était pas à son nom, mais était géré par une équipe d'avocats et d'experts financiers en qui il avait une confiance absolue. Ensuite, ce fonds a commencé une campagne discrète pour acquérir des actions du groupe de construction Miller sur le marché libre. Ils achetaient lentement et discrètement, sans alerter personne, un peu chaque jour, auprès de petits investisseurs particuliers jusqu'à des actionnaires plus importants cherchant à se désinvestir. Ils opéraient avec un tel professionnalisme que personne, pas même David et son conseil d'administration, ne s'est rendu compte qu'un requin tournait silencieusement autour de leur entreprise. J'écoutais, sans voix. Je ne pouvais pas croire que pendant que je me noyais dans le chagrin et la rage, Arthur avait fait quelque chose d'aussi monumental pour moi. Il n'avait pas seulement offert du réconfort, il avait investi sa propre richesse et son énergie pour m'aider à obtenir justice. Mes yeux se sont remplis de larmes. Arthur, pourquoi ferais-tu tout cela pour moi ? Arthur a fait un geste de la main, son regard chaleureux et lointain. Grace, je ne fais pas ça seulement pour toi. Je le fais pour ton père. Il y a des années, lui et moi avions le rêve de bâtir une entreprise solide et éthique qui contribuerait à la société. Mais il est décédé trop tôt, et j'ai dû me battre seul. Quand j'ai vu David, un jeune homme talentueux et l'homme que tu avais choisi, j'avais espéré qu'il pourrait réaliser ce rêve à la place de ton père. Mais il a pris le mauvais chemin. Il a transformé l'entreprise en un outil pour son propre gain illicite et a trahi la confiance de tout le monde. Je fais cela pour nettoyer le gâchis qu'il a fait, pour restaurer un peu d'intégrité dans l'industrie et, plus important encore, pour protéger la fille unique de mon plus cher ami, Frank Davis. En entendant ces paroles sincères, je n'ai pu prononcer que 2 mots, merci. Un merci qui ne pourrait jamais englober la profondeur de ma gratitude. Arthur a continué, expliquant qu'à ce jour, son fonds d'investissement détenait près de 30% des actions du groupe de construction Miller. Cette participation était assez importante pour faire de nous l'un des actionnaires les plus puissants, avec une voix décisive lors de toute réunion du conseil d'administration. Mais tout était secret, personne ne savait qui possédait réellement le mystérieux fonds offshore. Et maintenant, Grace, a dit Arthur, les yeux vifs, la dernière pièce du puzzle, c'est toi. Moi, ai-je demandé, surprise. Oui. Je vais transférer l'intégralité de la participation de 30% détenue par le fonds à ton nom. Tu deviendras la propriétaire de ces actions.
Tu seras la deuxième plus grande actionnaire de la société, juste après le fonds de pension d'État. J'étais stupéfaite, balbutiant, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent, et je suis hors du monde des affaires depuis si longtemps. Arthur a souri. Qui a dit que tu avais besoin d'argent? Considère cela comme un prêt. Une fois que tout sera fini, tu pourras me rembourser avec les dividendes. Quant à l'expérience, ne te sous-estime pas. Tu as le talent et l'intelligence que ton père t'a transmis. 10 ans en tant que femme au foyer ont peut-être émoussé certaines compétences, mais cela n'a pas pu tuer les instincts d'une brillante analyste financière. Je serai à tes côtés, te guidant à chaque étape. J'étais assise là, un tourbillon d'émotions en moi, anxiété, peur, mais aussi une excitation naissante, une lueur de fierté. Arthur ne voulait pas seulement m'aider à me venger, il voulait me donner une chance de reconstruire ma vie, de me retrouver, et d'arrêter de vivre comme l'ombre de mon mari. Il voulait que je devienne Grace, indépendante, forte et précieuse par elle-même. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé Arthur droit dans les yeux et j'ai hoché la tête avec détermination. Oui, Arthur, je vais le faire. Je ne vous décevrai pas, ni vous ni mon père. À partir de ce jour, ma vie a entamé un nouveau chapitre. Le jour, j'étais toujours la femme au foyer douce et patiente. Je m'occupais de Léo, préparais les repas pour David et jouais à la perfection le rôle de l'épouse qui ne se plaint jamais. Mais la nuit, quand la maison dormait, je devenais quelqu'un d'autre. Je dévorais les documents qu'Arthur m'envoyait. Je relisais les rapports financiers et analysais les stratégies commerciales de l'entreprise. J'apprenais comment un actionnaire majeur pense et comment il prend des décisions. Arthur était un mentor dévoué, expliquant chaque clause et analysant chaque mouvement sur l'échiquier de l'entreprise. Lentement, les connaissances financières que je pensais avoir perdues se sont réveillées, plus aiguisées et plus fortes qu'avant. Je n'étais plus la Grace naïve d'il y a 10 ans. J'avais été forgé dans la douleur de la trahison et armé des armes les plus tranchantes. J'attendais le jour où Miller monterait sur son trône, qui serait aussi le jour où je ferais mes débuts officiels, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que sa plus grande adversaire. La bombe à retardement était réglée. Son déclencheur était la fête d'inauguration, et celle qui allumerait la mèche serait moi. Mais comment pouvions-nous faire exploser cette bombe si parfaitement que David n'ait absolument aucune issue? Cela nécessitait un dernier calcul incroyablement sophistiqué. Devenir une actionnaire majeure silencieuse du groupe de construction Miller m'a donné une perspective entièrement nouvelle. Je n'étais plus une étrangère, regardant impuissante avec rage. Maintenant, je pouvais voir dans chaque recoin et chaque opération de l'Empire que David était si fier de diriger. Arthur a fait le nécessaire pour que j'aie accès aux rapports internes et aux procès-verbaux des réunions qui étaient réservés aux actionnaires principaux, tout cela sous le couvert du mystérieux fonds d'investissement. Chaque nuit, pendant que David dormait profondément après une sortie ou était occupé à envoyer des SMS à sa maîtresse, j'étais devant mon ordinateur, transformé en une véritable analyste financière. Les chiffres ne mentaient pas. Plus je me plongeais dans les rapports, plus le réseau sophistiqué de corruption que David avait tissé devenait clair. Il n'avait pas seulement détourné de l'argent via de faux contrats, il avait abusé de son pouvoir pour nommer ses complices à des postes clés, créant une équipe loyale pour se couvrir mutuellement. Ils manipulaient les projets ensemble, se partageant les profits récoltés grâce à la sueur et au travail acharné de milliers d'autres employés. Mon dégoût grandissait chaque jour. Ce n'était plus seulement la haine d'une épouse trahie, c'était l'indignation d'une femme d'affaires éthique contre les pratiques immorales qui faisaient pourrir l'entreprise de l'intérieur. Arthur et moi savions que pour que le coup final soit vraiment dévastateur, nous ne pouvions pas nous contenter d'une fuite publique. C'était une frappe contre l'opinion publique. Le coup décisif devait être une manœuvre de pouvoir légal et structurel au sein même de la société. Et c'est alors que le piège parfait a été tendu. Arthur a analysé avec soin la structure du conseil d'administration. Outre David et ses complices, il y avait d'autres membres, les actionnaires fondateurs originaux, des individus dévoués qui avaient été progressivement mis sur la touche par David. Ils étaient mécontents mais manquaient de pouvoir pour riposter. Ils étaient nos alliés potentiels. Sur la suggestion d'Arthur, j'ai commencé une campagne de sensibilisation discrète. Je ne les ai pas approchés moi-même, au lieu de cela, Arthur a envoyé un avocat représentant notre fonds pour rencontrer secrètement chacun de ses membres du conseil. L'avocat n'a pas dit « Nous voulons renverser David ». Il a simplement présenté des analyses percutantes de la baisse des performances de l'entreprise, a souligné des décisions d'investissement douteuses et a semé des graines de doute. En même temps,
il a présenté un plan de restructuration prometteur, une nouvelle vision pour la société sous une direction différente. Cette manœuvre était magistrale. Arthur l'a présenté non pas comme une vendetta personnelle, mais comme un combat pour la survie et la croissance de toute l'entreprise. Cela a trouvé un écho auprès des membres dévoués du conseil. Ils ont commencé à hésiter. Pendant ce temps, j'avais une autre mission, que seul moi pouvais accomplir, obtenir la signature numérique de David. Pas une signature normale, mais une clé cryptographique hautement sécurisée qu'il utilisait pour ses transactions les plus secrètes, stockée sur une clé USB. Arthur a dit que si nous pouvions l'obtenir, nous pourrions accéder à des documents top secrets que même l'équipe d'enquêteurs ne pouvait pas toucher. Mais comment? David était incroyablement paranoïaque. Il portait cette clé USB sur lui en tout temps. Après de nombreuses nuits blanches, j'ai décidé d'utiliser ses plus grandes faiblesses contre lui, son arrogance et son libertinage. Je savais que sa maîtresse, Jessica, avait l'habitude d'exiger des cadeaux coûteux. J'ai fait suivre ses déplacements par mon équipe et j'ai découvert qu'elle convoitait actuellement un sac à main en édition limitée valant près de 100 000 $. Je savais qu'elle le demanderait bientôt à David. J'ai agi la première. J'ai demandé à Arthur d'utiliser son statut VIP pour acheter le sac à l'avance. Ensuite, j'ai préparé ma mise en scène. J'ai choisi une soirée où David semblait particulièrement joyeux. J'ai cuisiné un repas somptueux, je me suis habillé magnifiquement et j'ai agi de manière exceptionnellement douce. Après le dîner, j'ai fait semblant d'être triste et je lui ai dit, « David, je sais que tu as travaillé si dur ces derniers temps. Je sais aussi que je ne peux pas beaucoup aider depuis la maison, mais je veux juste faire quelque chose pour te rendre heureux. » David a eu l'air surpris. J'ai continué, « J'ai entendu dire que ton amie Jessica aime beaucoup un certain sac à main. J'ai découvert qu'il est très rare, mais j'ai réussi à ce que quelqu'un en trouve un pour moi. Je veux le lui offrir comme cadeau de bienvenue. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une épouse jalouse et mesquine. Je veux que tout le monde voie que tu as une femme compréhensive. » David a été complètement pris au dépourvu par ma magnanimité. L'arrogance d'un homme qui croyait tenir à la fois sa femme et sa maîtresse en paix lui a fait baisser toutes ses gardes. Il m'a regardé avec un mélange de surprise et de satisfaction. « Tu es sérieuse? » « Bien sûr, » ai-je répondu, jouant mon rôle à la perfection. « Tant que tu es heureux. Mais le paiement international est un peu compliqué, et je ne suis pas familière avec ça. Pourrais-tu utiliser ta clé numérique pour m'aider à confirmer la transaction? » J'ai tout préparé. Je lui ai tendu ma tablette, sur laquelle un faux site de paiement était déjà ouvert, un site créé par l'équipe de cybersécurité d'Arthur. Il semblait identique à un portail de paiement international légitime. David, sans l'ombre d'un soupçon, a même ri de satisfaction personnelle. « Bien sûr, laisse-moi t'aider. Tu es vraiment la plus merveilleuse des épouses. » Il a branché sa clé USB sécurisée dans la tablette, a saisi son mot de passe et a cliqué sur « Confirmer ». À cet instant, un programme caché s'est activé. Tout le contenu de la clé USB, y compris la signature numérique et tous les fichiers cryptés, a été copié et envoyé directement sur notre serveur sécurisé en quelques secondes. Une fois le paiement terminé, David a retiré la clé USB, totalement inconscient. Il m'a même félicité d'être si attentionné et a promis de mieux me traiter. Je me suis contenté de sourire. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Je me sentais dégoûté par ma propre tromperie, mais aussi ravi de l'avoir piégé de manière si spectaculaire. Avec sa clé numérique en notre possession, nous avons déverrouillé la dernière porte des secrets les plus sombres de David. Nous avons trouvé les contrats de corruption, les accords secrets pour se partager les bénéfices des projets et une caisse noire massive qu'il avait établie à l'étranger. Toutes ces preuves, combinées à ce que les enquêteurs avaient déjà rassemblé, créaient une bombe nucléaire assez puissante pour anéantir toute la carrière et la réputation de David Miller. Tout était prêt. Nous n'attendions plus qu'une dernière chose, le jour où il serait officiellement nommé PDG. Ce serait le jour où il volerait le plus haut et le jour où il tomberait le plus durement. Le piège était parfaitement tendu, n'attendant plus que la proie y pénètre. Et mon appel téléphonique de 30 minutes pendant la fête était le signal pour tout activer, divulguer les preuves en ligne, envoyer le dossier complet aux actionnaires clés et exiger une réunion d'urgence du conseil d'administration. Tout s'est passé simultanément, avec la précision d'une machine programmée, ne laissant à David Miller aucun temps pour réagir. Mais après la chute de David, comment ma belle-mère et sa famille réagiraient-elles? Et à quelle nouvelle bataille devrais-je faire face?
le séisme de la chute de David Miller n'a pas seulement ébranlé le monde des affaires, il a porté un coup fatal à une famille qui s'était toujours enorgueillie de son prestige et de son pouvoir. Cette nuit-là, après mon départ, la fête a sombré dans le chaos. Les invités ont fui, et les téléphones de Margaret et des autres membres de la famille n'ont cessé de sonner. Les nouvelles du scandale financier s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Notre magnifique Penthouse, autrefois symbole de réussite, était désormais enveloppée d'une atmosphère de mélancolie et d'une tension étouffante. Je ne suis pas rentré tout de suite. Arthur avait fait le nécessaire pour que Léo et moi logions dans un appartement de standing sécurisé. Il disait que je devais rester à l'écart de l'œil du cyclone, loin de l'hystérie imminente de la famille Miller. Il avait déjà organisé la récupération de Léo à l'école cet après-midi-là pour l'amener directement sur place. Mon fils ne savait rien de la tragédie qui venait de se jouer. En le voyant dormir profondément, le visage si innocent, mon cœur se serrait, mais je ressentais aussi un certain réconfort. J'avais fait tout cela pour protéger son avenir, afin qu'il n'ait pas à grandir dans une famille bâtie sur les mensonges et le crime. Comme Arthur l'avait prédit, dès le lendemain matin, ma belle-mère, Margaret, a réussi à obtenir le numéro de l'appartement et m'a appelé. Sa voix n'avait pas son ton habituel de reproche, c'était le cri frénétique d'un animal blessé. « Grace, espèce de serpent venimeux. Tu as détruit mon fils. Tu as détruit toute cette famille. Reviens ici immédiatement pour m'affronter. » J'ai répondu calmement, « Margaret, je ne reviendrai pas. Cet endroit n'est plus ma maison. »« Comment oses-tu » a-t-elle hurlé. « Ne crois pas que ce soit fini. Tu as ruiné l'honneur de notre famille. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Si tu ne reviens pas, je te trouverai. » Je savais qu'il ne s'agissait pas d'une menace en l'air. C'était une femme amère et manipulatrice. Mais je n'étais plus la belle-fille docile qui ne savait que baisser la tête en signe d'obéissance. J'étais préparé. Ma voix était glaciale quand je lui ai dit, « Margaret, je vous suggère de vous calmer. Votre fils n'a pas été détruit par moi, il s'est détruit lui-même. Si vous continuez à causer des ennuis, je crains que les preuves de sa corruption ne trouvent également le chemin du bureau du procureur. À ce stade, il ne s'agira plus seulement de perdre son titre de PDG. » Mes paroles ont été comme un seau d'eau glacée sur sa rage. Elle s'est tue. Elle savait que je ne bluffais pas. Le détournement de fonds était grave, mais la corruption pouvait envoyer David derrière les barreaux pour très longtemps. Elle a sifflé dans le téléphone, « Tu me menaces. » Je ne menace personne. Je ne fais qu'énoncer un fait. Je vous donne, avouez à David, 2 choix. 1. Un divorce à l'amiable. J'obtiens la garde exclusive de Léo et une part équitable des actifs que j'ai aidé à bâtir. Je ne divulguerai pas les preuves restantes. 2. Vous continuez à me combattre et nous pourrons tous voir combien d'années de prison David obtiendra. Le choix vous appartient. J'ai raccroché, ne lui laissant aucune chance de répondre. Ma main tenant le téléphone tremblait. Je ne suis pas une personne cruelle, mais je savais qu'avec des gens comme ma belle-mère, seule une fermeté absolue les ferait reculer. J'ai attendu toute la journée. Je savais que dans ce Penthouse, une réunion de famille d'urgence était sûrement en cours. Ils pesaient leurs options, calculant le compromis entre perdre la face, perdre de l'argent et voir leur précieux fils aller en prison. Ce soir-là, David m'a appelé. Sa voix n'avait plus rien de l'arrogance d'un PDG, ni du désespoir pathétique de la nuit précédente. Au lieu de cela, elle était remplie d'une lassitude et d'une amertume dévorante. « Grace, tu as gagné. Tu as détruit tout ce que j'avais. » Je suis restée silencieuse. Il a continué, la voix suppliante, « Ma mère. Elle s'est effondrée. Elle est à l'hôpital. Peux-tu simplement laisser tomber ? J'accepterai le divorce. Je te donnerai tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne me pousse pas à bout. Pense à Léo. Il ne peut pas avoir un père en prison. » En l'entendant mentionner notre fils, mon cœur s'est serré. C'était ma seule faiblesse. Je ne voulais pas que Léo souffre, mais je savais aussi que mon pardon pourrait être une grave erreur. J'ai pris une profonde inspiration. « David, tu n'as pas le droit de parler de notre fils. As-tu pensé à lui quand tu étais avec ta maîtresse, quand tu m'humiliais ? Mais tu as raison. Je ne veux pas qu'il ait honte de son père. » J'ai marqué une pause, puis j'ai exposé mes conditions finales. « D'accord. Je n'engagerai pas d'autres poursuites. En retour,
tu signeras les papiers du divorce sans aucune condition. Tous les actifs détenus à nos deux noms, y compris le Penthouse, seront à moi. Tu renonceras à tous tes droits de garde sur Léo, les visites n'étant accordées qu'à ma discrétion. Et le plus important, toi et ta famille ne devrez plus jamais perturber la vie de mon fils ni la mienne. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je savais que c'était des conditions dures. Il allait tout perdre, femme, fils, maison, fortune. Mais c'était le prix qu'il devait payer. Enfin, il a parlé d'un murmure bas et sans vie. D'accord, j'accepte. L'appel a pris fin. Je me suis effondré sur le sol, les larmes coulant sur mon visage. J'avais gagné, mais je ne ressentais aucune joie, seulement un vide terrifiant. 10 ans de mariage se terminant par une transaction froide et impitoyable. Quelques jours plus tard, David et moi nous sommes retrouvés au bureau de l'avocat d'Arthur. Il paraissait décharné et épuisé. L'assurance dans ses yeux avait disparu, remplacée par la fatigue et la défaite. Il ne m'a pas regardé, signant silencieusement chaque document présenté par l'avocat. Une fois toutes les formalités accomplies, juste avant de partir, il s'est enfin tourné vers moi, l'expression complexe. « Grace, il y a une chose que je dois te demander. Comment as-tu su pour tout ça ? Les transactions, les comptes. Même mon propre directeur financier ne savait pas tout. Je l'ai regardé pour la première fois depuis cette nuit fatidique, non pas avec haine, mais avec une lueur de pitié. Ma voix était égale. Parce que tu as oublié, David. Tu as oublié qu'avant de devenir femme au foyer, j'étais une analyste financière de haut niveau. Tu m'as sous-estimé, et ce fut ta plus grande erreur. Sur ce, je me suis détourné et je suis parti. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Je savais qu'à partir de ce moment, nos vies seraient deux lignes parallèles qui ne se croiseraient plus jamais. Mais David me laisserait-il vraiment partir si facilement ? Et ma belle-mère amère accepterait-elle tranquillement la perte de son fils, de son petit-fils et de sa fortune ? J'avais le sentiment que la guerre n'était pas vraiment finie. Après que David a signé les papiers du divorce et transféré les actifs, j'ai cru que le cauchemar était enfin terminé. J'avais ma liberté, la garde exclusive de Léo et une base financière suffisamment solide pour commencer une nouvelle vie. Le Penthouse, un lieu qui renfermait à la fois mon plus grand bonheur et ma plus profonde douleur, était désormais à moi et à mon fils. Je l'ai fait entièrement redécorer, jetant tout ce qui appartenait à David, essayant d'effacer chaque trace de sa trahison. Je voulais en faire un véritable foyer pour nous, un endroit rempli seulement de rire et de paix. Léo semblait sentir le changement. Il ne posait plus autant de questions sur son père et était plus joyeux et vif. En le regardant jouer dans le salon, mon cœur se réchauffait. Je me disais que tous mes efforts en valaient la peine. Arthur nous rendait souvent visite. Il était plus qu'un oncle ou un mentor, il était devenu une figure paternelle, offrant toujours des conseils inestimables. Il m'a dit, maintenant que tu as les moyens, les actifs, les parts dans l'entreprise, tu devrais retourner dans le monde des affaires. Réclame ta valeur. Ne laisse pas ton talent être enterré. Grace, montre à David et au monde entier que tu peux non seulement survivre sans lui, mais aussi prospérer. Ces paroles m'ont donné la motivation dont j'avais besoin. J'ai commencé à sérieusement envisager un retour, mais la vie n'est jamais aussi fluide qu'on l'espère. Juste au moment où je prenais mes marques, David est réapparu. Il n'était plus l'homme vaincu du bureau de l'avocat. Il est venu vers moi un après-midi, l'air tout à fait pathétique. Il portait de vieux vêtements, son visage était émacié et il avait une barbe hirsute. Il se tenait devant l'entrée de l'immeuble, n'osant pas sonner, fixant simplement les étages. Je jouais avec Léo dans notre jardin-terrasse privé et je l'ai vu. Mon cœur a sombré. Léo l'a repéré aussi et a crié de joie, « Papa !» Il a couru vers l'entrée, serrant les jambes de David. David s'est baissé et a serré notre fils dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Il pleurait de regret et d'impuissance. Je regardais de loin, le cœur en plein tumulte. Peu importe à quel point je le haïssais, il était toujours le père de Léo. Je ne voulais pas que notre fils le voie ainsi. Je me suis approché et j'ai dit doucement à Léo, « Mon chéri, pourquoi ne rentres-tu pas ? Maman doit parler à papa. » Léo a hoché la tête avec obéissance et est rentré en courant, nous laissant seuls tous les deux. David a levé les yeux vers moi, les yeux rougis, la voix tremblante. « Grace, je sais que je n'ai aucun droit, mais s'il te plaît, laisse-moi le voir plus souvent. Il me manque tellement. » Je n'ai rien dit.
Il a continué, la voix suppliante, après avoir tout perdu, j'ai réalisé ce qui était vraiment précieux. Ce n'était pas le titre de PDG. Ce n'était pas l'argent. C'était toi et Léo. J'ai eu tort, Grace. Je suis un monstre, un homme qui ne mérite pas le pardon. J'ai été aveuglé par elle, par l'avidité. Il a commencé à raconter ses jours après la chute. Jessica, en voyant qu'il avait tout perdu, avait disparu sans un mot, emportant le pantouse et tout l'argent qu'il lui avait donné. Les amis et partenaires qu'il avait autrefois loués lui tournaient désormais le dos. Il avait dû vendre sa dernière voiture pour rembourser ses dettes. Il disait ne plus pouvoir dormir la nuit, hanté par des images de Léo et moi. Il était plein de regrets, à tel point qu'il aurait souhaité être mort. Honnêtement, en entendant ces paroles, j'ai ressenti une lueur de pitié. J'avais autrefois aimé cet homme de tout mon cœur. Le voir tomber de PDG puissant à homme brisé et sans le sou, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Mais ensuite, l'image de lui ordonnant aux gardes du corps de me donner 30 gifles a traversé mon esprit de manière frappante. L'image du sourire triomphant de Jessica, la honte que j'avais endurée, tout cela formait un mur froid et dur, bloquant toute compassion que j'aurais pu ressentir. Je l'ai regardé, la voix calme mais distante. David, ton regret arrive trop tard. Il ne peut pas effacer les blessures que tu m'as infligées. Tu peux rendre visite à Léo, je ne l'empêcherai pas. Mais c'est tout. Entre nous, tout est fini. David semblait incapable de l'accepter. Il s'est agenouillé et a saisi ma main, les larmes coulant librement. Grace, je sais que j'ai eu tort, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Je jure que je changerai. Je ferai n'importe quoi pour me racheter auprès de toi et de Léo. Pouvons-nous, s'il te plaît, recommencer à zéro? Recommencer à zéro. J'ai ri, un rire plus amer que des larmes. Comment pouvons-nous recommencer quand la confiance a été brisée en 1 million de morceaux? Comment pouvons-nous recommencer quand mon cœur est déjà mort une fois à cause de toi? David, lève-toi. Ne te rends pas encore plus pathétique aux yeux de notre fils. Sur ce, je me suis détourné, je suis entré et j'ai fermé la porte, le laissant là, agenouillé avec ses sanglots étouffés. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me retournais sans cesse, me demandant si j'avais été trop cruel. Son remords était-il sincère? Mais la raison l'a emporté. Un homme qui avait pu me trahir une fois pourrait le refaire. Ma faiblesse actuelle pourrait être la graine d'une autre tragédie future. Mais je me trompais. L'apparition de David n'était pas seulement une demande de pardon. Derrière cette façade pitoyable se cachait un autre plan, bien plus sophistiqué et venimeux, un plan orchestré par nul autre que mon ancienne belle-mère, Margaret. Elle n'avait pas accepté la défaite si facilement. Et une fois de plus, j'allais faire face à une nouvelle guerre, une guerre menée non pas par la violence, mais avec la seule arme qui pouvait me détruire, mon amour pour mon fils. Pendant que David jouait le rôle de l'homme repentant, Jessica Thorne, la maîtresse qui avait allumé le feu, faisait face à sa propre tragédie. Après la chute de David, elle a vite réalisé que son ticket d'or avait expiré. Sans hésiter, elle a emballé tous les vêtements de marque et l'argent liquide dont David l'avait comblé et a disparu du pantouse. Elle pensait pouvoir simplement partir, trouver un autre riche bienfaiteur et reprendre son style de vie luxueux. Mais elle avait sous-estimé Arthur, et elle m'avait sous-estimé. Arthur m'avait dit, nous pouvons épargner David pour le bien de Léo, mais nous ne pouvons pas épargner ceux qui ont favorisé ses méfaits, surtout celle qui t'a publiquement humilié. Il avait fait suivre Jessica, non par vengeance mesquine, mais pour récupérer ce qui ne lui appartenait pas de droit. Arthur a rassemblé des preuves irréfutables que David avait utilisé des fonds détournés de l'entreprise de l'argent illégal pour acheter à Jessica le pantouse, la voiture et financer son train de vie. Légalement, tous ces actifs étaient les produits du crime et devaient être récupérés pour indemniser la société et ses actionnaires. Une semaine après sa disparition, alors que Jessica profitait de vacances dans une station balnéaire de luxe, un groupe d'hommes en costume sombre, accompagné d'un avocat, l'a retrouvé. Ils n'étaient ni bruyants ni violents, ils lui ont simplement remis une ordonnance du tribunal exigeant la restitution de tous les biens reçus de David Miller, y compris le pantouse, la voiture de sport et les millions de dollars sur ses comptes bancaires. Jessica était stupéfaite. Elle a hurlé qu'il s'agissait de cadeaux, que David les lui avait donnés de son plein gré. Mais l'avocat a simplement souri et présenté les preuves de la piste de l'argent illégal. Il a expliqué que si elle ne les rendait pas volontairement, elle ferait l'objet d'accusations fédérales pour recel et blanchiment d'actifs volés,
un crime passible d'une lourde peine de prison. Face à la menace de l'incarcération, Jessica s'est complètement effondrée. Son attitude arrogante et triomphante a disparu, remplacée par une terreur pure. Elle n'a eu d'autre choix que de signer les papiers et de tout rendre. En un seul jour, elle est passée de mannequin vivant dans le luxe absolu à la ruine complète, étant même endettée à cause de ses dépenses somptueuses. Mais sa tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le scandale de David l'avait rendue infâme. Les médias l'ont qualifiée de briseuse de foyer sans vergogne et de chercheuse d'or. Sa carrière de mannequin, déjà en difficulté, était terminée. Aucune marque, aucun designer ne s'associerait à une image aussi ternie. Sans le sou et sans emploi, elle a été évitée par ses amis et condamnée par le public. Elle a dû quitter son appartement chic pour retourner dans une petite chambre exiguë, rappel amer de la vie qu'elle pensait avoir fui. Incapable d'accepter sa chute rapide, dans un élan de désespoir, elle est venue me chercher. Je préparais le dîner quand on a sonné à la porte. J'ai vérifié le moniteur de sécurité et j'ai vu Jessica, l'air d'une épave. Ses cheveux étaient en désordre, son visage était émacié et la beauté tranchante qu'elle avait autrefois avait disparu. Elle portait des vêtements bon marché et ses yeux étaient rouges de haine. Je n'ai pas ouvert la porte. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Mais elle ne partait pas. Elle a commencé à frapper à la porte, criant mon nom. « Grace, sors de là. C'est toi qui m'as fait ça. Tu as ruiné ma vie et celle de David. » Ces cris ont attiré l'attention de mes voisins. Ne voulant pas de scène plus importante, j'ai ouvert la porte. Dès qu'elle m'a vu, Jessica s'est jetée sur moi, les mains comme des griffes, prête à me griffer le visage. Mais les agents de sécurité qu'Arthur avait affectés à ma protection et à celle de Léo sont rapidement intervenus pour la maîtriser. Elle se débattait, hurlant des obscénités. « Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu es un monstre vicieux à double face. Tu as fait semblant d'être une sainte juste pour poignarder tout le monde dans le dos. » Je l'ai regardée sans émotion. Cette personne était à la fois pathétique et pitoyable. Elle avait choisi cette voie elle-même. Elle avait semé les graines, et maintenant elle récoltait la moisson. Ma voix était calme. Jessica, la personne qui t'a ruiné n'est pas moi. C'est ta propre avidité et ta bêtise. Pensais-tu pouvoir construire ton bonheur sur la douleur de quelqu'un d'autre? Pensais-tu que l'argent pouvait tout acheter? Tu t'es trompé. Ce que tu vis maintenant est simplement le prix de tes choix. Jessica était sans voix. Elle me fixait, les yeux mêlés de haine et de désespoir. Tu as récupéré ton mari. Tu as récupéré l'argent. Tu dois être si contente de toi, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je n'ai pas récupéré mon mari. Nous sommes divorcés, et je n'ai aucune raison d'être contente. Ma victoire n'était pas de vous abattre, toi ou David. Ma victoire a été de trouver la paix pour mon fils et de me retrouver moi-même. C'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. J'ai fait signe aux gardes de l'emmener. Elle n'a pas résisté cette fois, s'éloignant en trébuchant, silhouette solitaire et vaincue. En la voyant partir, je ne ressentais aucune joie, seulement une profonde lassitude et une amère leçon de vie. L'avidité peut élever une personne rapidement, mais elle peut aussi la plonger dans les abîmes les plus profonds de l'enfer. Le sort de Jessica était scellé. Mais j'ignorais qu'ailleurs, mon ancienne belle-mère, Margaret, ayant été témoin de la ruine de son fils et de l'ascension de son ancienne belle-fille, préparait déjà son prochain coup. Elle avait compris qu'une confrontation directe était inutile. Elle a décidé de prendre un chemin différent, ciblant ma seule faiblesse, mon amour pour mon enfant. Et David, dans le rôle du père repentant, était la pièce la plus importante de son nouveau jeu d'échecs insidieux. La guerre n'était pas finie. Elle venait d'entrer dans une phase nouvelle, plus calme et bien plus dangereuse. Ma vie avec Léo s'était installée dans un calme trompeur. En surface, tout semblait résolu. David ne m'importunait plus, et Margaret ne se manifestait plus pour hurler des insultes. J'ai commencé à m'immerger dans mon travail à la corporation. Sous la direction d'Arthur, avec une participation de 30%, j'occupais un siège au conseil d'administration. Au début, j'ai été accueilli avec suspicion et méfiance. Ils me voyaient simplement comme une femme au foyer qui avait eu de la chance. Mais je ne leur ai pas donné l'occasion de me mépriser. J'ai utilisé chaque bribe de mes connaissances financières, affûtées par les récents bouleversements, pour livrer des analyses et des stratégies percutantes.
J'ai identifié des failles dans l'ancien système de gestion laissé par David et proposé des solutions de restructuration efficaces. Progressivement, j'ai gagné le respect des autres membres du conseil. Ils ont commencé à me voir sous un jour nouveau, comme une professionnelle compétente. Je me sentais revivre, redevenant moi-même. Je n'étais plus seulement la femme du PDG, j'étais Grace, une femme d'affaires indépendante et redoutable. Mais alors que j'étais occupé à reconstruire ma vie, une autre conspiration prenait forme. Margaret, après le choc initial, refusait d'accepter la défaite. Elle ne supportait pas l'idée que son fils perde tout et que son petit-fils lui soit enlevé. Dans son esprit tordu, tout était de ma faute. Elle croyait que je l'avais piégé et que j'avais détruit son fils, et elle était déterminée à reprendre ce qui avait été perdu. Sa cible principale était Léo. Elle savait que Léo était ma seule vulnérabilité. Si elle pouvait le mettre de son côté, elle pourrait l'utiliser comme levier pour me menacer, pour me forcer à rendre une partie des actifs ou même à accepter le retour de David dans ma vie. Pour y parvenir, elle a commencé à manipuler David. Elle a cessé de le réprimander et lui a offert du réconfort à la place, plantant une idée toxique dans son esprit. Tout ce que tu avais le pantouse, l'argent c'était le fruit de ton dur labeur. Grace n'était qu'une profiteuse. Maintenant, elle a tout volé. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Tu dois récupérer ton fils. Léo est l'héritier de cette famille. Sa place est avec son père et sa grand-mère. Tu dois lui montrer que la vie avec nous est meilleure. Léo est ton atout maître pour tout récupérer. Influencé par sa mère et amère de ses pertes, le comportement de David a changé. La façade de remords a disparu, remplacée par une détermination froide et calculatrice de regagner son fils à tout prix. Il a cessé d'implorer mon pardon. Au lieu de cela, il a commencé à utiliser ses droits parentaux comme une arme. D'après la loi, j'ai des droits de visite. Tu ne peux pas m'en empêcher, a-t-il dit froidement au téléphone. Je ne pouvais pas refuser. La loi était de son côté. J'ai dû accepter de le laisser voir Léo chaque week-end. Et c'est alors que la nouvelle guerre a commencé. Chaque fois que David venait chercher Léo, il apportait des montagnes de cadeaux coûteux, les derniers jouets, des vêtements de marque. Il l'emmenait dans les parcs d'attractions les plus extravagants et les restaurants les plus chics. Il essayait de brosser le portrait d'un monde glamour et matérialiste, un monde que ma vie simple, axée sur le travail, ne pouvait offrir. Léo, étant un jeune enfant, était facilement captivé. Chaque fois qu'il revenait d'un week-end avec son père, il avait un nouveau jouet et des histoires sur tous les endroits incroyables où son père l'avait emmené. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était sa façon de rattraper le temps perdu. Mais j'ai ensuite commencé à remarquer des changements chez Léo. Il a commencé à avoir des exigences déraisonnables. Il se plaignait que ma cuisine n'était pas aussi bonne que celle des restaurants, que ses jouets à la maison étaient ennuyeux comparés à ceux que son père lui achetait. Puis, un jour, il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Maman, je veux vivre avec papa et mamie. On s'amuse plus là-bas. Ils ont de meilleurs jouets. » J'étais sans voix. Je ne pouvais pas croire que David et sa mère utiliseraient leur propre enfant, leur propre petit-fils, comme un outil, empoisonnant son esprit innocent par le matérialisme. La bataille a empiré. David a commencé à dire du mal de moi à Léo, lui disant que maman était trop occupée par son travail et ne l'aimait plus. Il disait que la vie avec moi était dure et que seul le fait de vivre avec lui et mamie serait amusant. Margaret faisait de même. Chaque fois que David emmenait Léo chez elle, elle serrait son petit-fils dans ses bras en pleurant, lui disant combien il lui manquait et comment sa cruelle mère les avait déchirés. Il jouait une pièce de théâtre parfaite, me peignant comme une mère terrible et égoïste aux yeux de notre fils. J'étais à l'agonie. J'essayais d'expliquer à Léo, de lui dire que je l'aimais plus que tout au monde. Mais comment un enfant de 8 ans pouvait-il comprendre les stratagèmes complexes des adultes? Tout ce qu'il voyait, c'est qu'être avec son père signifiait être gâté et obtenir tout ce qu'il voulait, alors qu'être avec sa mère signifiait suivre des règles et faire ses devoirs. Un mur invisible a commencé à s'élever entre nous. Léo est devenu plus renfermé, me parlant moins. Parfois, je le surprenais en train d'appeler secrètement sa grand-mère, chuchotant quelque chose avant de raccrocher rapidement en me voyant. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela continuer. Ils essayaient de me voler mon fils non par la force, mais par la manipulation psychologique la plus sophistiquée et la plus cruelle. J'en ai parlé à Arthur. Il était furieux, mais m'a conseillé de rester calme. Grace, ne les affronte pas directement.
Cela ne ferait que placer Léo dans une position plus difficile. Nous devons trouver un autre moyen. Nous devons lui faire voir leur vrai visage. Mais comment? Je me sentais complètement perdu, comme si j'étais en train de perdre cette guerre. Je pouvais être forte dans une salle de conseil, je pouvais affronter des adversaires puissants, mais je m'effondrais devant les larmes de mon fils et sa distance grandissante. J'ai réalisé que c'était leur vengeance ultime. Ils ne visaient pas mes actifs ou ma carrière. Ils visaient la chose la plus précieuse qu'il me restait, le cœur de mon fils. Et juste au moment où j'étais au plus désespéré, quelque chose d'inattendu est arrivé. Un événement qui ne concernait pas seulement ma famille, mais qui déterrait aussi un secret encore plus sombre de David Miller, un secret qui allait tout changer. Pendant que la guerre silencieuse et brutale pour l'affection de Léo faisait rage, je devais poursuivre mon travail à la corporation. Sous la direction d'Arthur, j'ai acquis une solide compréhension des opérations commerciales. Le conseil d'administration m'a nommé vice-présidente chargée des finances et de la stratégie, une reconnaissance claire de mes efforts et de mes capacités. Dans ce nouveau rôle, j'avais accès à presque tous les registres de l'entreprise, y compris des documents datant d'il y a plusieurs années. Je me jetais dans le travail, en partie pour échapper à la douleur à la maison. Je voulais prouver que je pouvais voler de mes propres ailes, que je pouvais créer de la valeur, que je n'étais pas la profiteuse que Margaret prétendait. Et c'est au cours de ce processus, en examinant d'anciens projets de restructuration, que je suis tombé sur un secret terrifiant, un secret enterré depuis 5 ans, bien plus sombre et plus cruel que le détournement de fonds de David. C'était un projet de condominium de luxe à Long Island City, l'un des premiers grands projets qui avait propulsé David et le Miller Group vers de nouveaux sommets. En surface, c'était un succès retentissant, rapportant d'énormes profits. Mais en feuilletant les archives poussiéreuses, quelque chose me semblait anormal. Les rapports de coûts pour les matériaux de construction présentaient des irrégularités. Des composants clés comme l'acier et le béton étaient enregistrés comme étant de première qualité avec des coûts proportionnellement élevés. Mais lorsque j'ai croisé ces données avec les factures des fournisseurs, j'ai trouvé un énorme décalage. Il semblait y avoir eu une substitution frauduleuse par des matériaux de qualité inférieure. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai demandé à un ingénieur civil de confiance, un contact d'Arthur, d'examiner secrètement les plans originaux et les dossiers techniques du projet. Après quelques jours, il m'a appelé, la voix grave. « Madame la vice-présidente, nous avons un énorme problème. Pour un bâtiment de cette envergure, l'acier de construction requis par la conception est d'une qualité très élevée. Mais d'après les rapports d'inspection et certains autres documents que j'ai trouvés, je soupçonne qu'une grande partie de cet acier a été remplacée par une qualité moins chère et inférieure pour réduire les coûts. Si c'est vrai, l'intégrité structurelle de tout le bâtiment est gravement compromise. » Un bourdonnement a envahi mes oreilles. Un condominium de luxe de grande hauteur, abritant des centaines de familles, construit avec des matériaux de qualité inférieure. Cela signifiait que la vie de milliers de personnes ne tenait qu'à un fil. Je ne pouvais pas y croire. David, tout avide qu'il était, ne pouvait pas être assez dépravé pour jouer avec des vies humaines. Mais les documents ne mentaient pas. J'ai demandé à mon équipe de creuser plus profondément. Et puis je l'ai trouvé, un dossier estampillé et top secret enfoui au plus profond des archives. C'était un rapport sur un accident du travail survenu sur ce chantier il y a 5 ans. Une grande section d'échafaudage s'était effondrée, tuant 2 ouvriers et en blessant plusieurs autres. Mais étrangement, cet accident n'avait jamais été rendu public. Pas une seule mention dans la presse. Aucun rapport déposé auprès de la ville ou de l'OSHA. Il avait été parfaitement étouffé. À l'intérieur du dossier, j'ai trouvé une déclaration manuscrite du chef de chantier de l'époque. Il écrivait que l'échafaudage s'était effondré parce que le béton armé de cet étage était de qualité inférieure et ne pouvait pas supporter la charge. Il affirmait avoir averti à plusieurs reprises la direction du projet, dirigée par David Miller lui-même, mais que ces avertissements avaient été ignorés. Puis j'ai trouvé un document qui m'a glacé le sang. C'était un accord de règlement signé par David et les familles des 2 ouvriers décédés. Il leur avait versé une somme massive des millions de dollars par famille en échange de leur silence absolu. Il avait utilisé l'argent pour acheter leur silence, pour couvrir son crime, pour enterrer la vie de 2 hommes sous les fondations de son succès frauduleux. Je suis resté figé dans mon bureau, un frisson se propageant dans tout mon corps. La carrière de David n'avait pas seulement été bâtie sur mes sacrifices, elle avait été bâtie sur le sang et les larmes de gens innocents. Il n'était pas seulement un détourneur de fonds et un mari infidèle. C'était un meurtrier indirect,
un monstre de sang-froid qui piétinerait n'importe quoi pour obtenir ce qu'il voulait. Ma haine pour lui transcendait désormais tout ce qui était personnel. Il s'agissait de conscience, de moralité, de vie humaine. J'ai pensé aux centaines de familles vivant dans ce bâtiment, vaquant à leurs occupations quotidiennes, dormant, mangeant, jouant sur une bombe à retardement, totalement inconsciente. Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai immédiatement appelé Arthur et je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un long moment après que j'ai fini. Je pouvais sentir sa fureur silencieuse au téléphone. Finalement, il a parlé, la voix dure comme l'acier. Grace, cela ne peut pas être ignoré. Nous devons mettre cela en lumière. Pas seulement pour les 2 hommes qui sont morts, mais pour la sécurité des milliers de personnes qui y vivent actuellement. Ce n'est plus seulement ton combat. C'est notre responsabilité envers la société. J'ai su à ce moment-là que la guerre était entrée dans un nouveau chapitre, beaucoup plus dangereux et brutal. Nos adversaires n'étaient plus seulement David et Margaret, mais tout le réseau de complices qui l'avaient aidé à couvrir ce crime. Ils ne nous laisseraient pas déterrer le passé facilement. Mais je n'avais plus peur. Quand je pensais aux enfants qui jouaient dans ce condominium, des enfants qui pourraient avoir le même âge que mon Léo, je savais ce que je devais faire. Je devais me battre. Pas seulement pour récupérer mon fils, mais pour obtenir justice pour les morts et protection pour les vivants. Et pour ce faire, j'avais besoin d'un témoin, la seule personne encore en vie qui connaissait la vérité sur l'accident d'il y a 5 ans, le chef de chantier qui avait écrit ce rapport. Mais où était-il? Et aurait-il le courage de témoigner contre une force aussi puissante et impitoyable? Découvrir le secret enfoui de l'accident mortel nous donnait, à Arthur et à moi, un atout qui pouvait mettre fin à toute la partie. Mais cette carte était aussi un couteau à double tranchant. Elle pouvait détruire totalement David Miller et son réseau, mais elle pouvait aussi mettre nos propres vies en danger si nous ne faisions pas attention. Des hommes capables de couvrir un crime mortel ne reculeraient devant rien pour faire taire quiconque menacerait de les dénoncer. Notre objectif le plus critique était de retrouver Frank Peterson, le chef de chantier d'il y a 5 ans, qui avait rédigé le rapport accablant. Il était le seul témoin vivant, la clé pour déverrouiller la justice. Mais après l'accident, M. Peterson s'était volatilisé. Les dossiers de l'entreprise indiquaient simplement qu'il avait démissionné sans laisser d'adresse de réexpédition. Arthur a déployé sa meilleure équipe d'enquêteurs privés pour le retrouver. La recherche a duré des semaines. Nous étions proches du désespoir, pensant qu'il avait soit été réduit au silence de façon permanente, soit qu'il s'était enfui dans un endroit où il ne pourrait jamais être retrouvé. Puis, une percée. Les enquêteurs ont découvert que sa femme vivait toujours dans une ville rurale reculée de Virginie occidentale. Elle vivait seule, était en mauvaise santé et interagissait rarement avec des étrangers. C'est peut-être notre seule piste, a dit Arthur. Grace, je pense que tu devrais y aller toi-même. Seule ta sincérité en tant que mère se battant aussi pour son enfant pourrait peut-être les toucher, mais sois extrêmement prudente. J'ai décidé d'y aller. J'ai dit à mes amis que je partais en voyage d'affaires pour quelques jours et j'ai laissé Léo à la garde d'un ami de confiance. Puis j'ai pris un bus seul pour la Virginie occidentale. Arthur avait demandé à 2 de ses meilleurs hommes de me suivre discrètement pour me protéger. Le voyage a été long et fatigant, mais mon cœur était en feu. Je ne savais pas à quoi je serais confronté. Madame Peterson accepterait-elle seulement de me parler? Son mari était-il encore en vie? Et s'il l'était, oserait-il témoigner? La maison de Madame Peterson était un vieux cottage simple niché dans une petite ruelle. Quand je suis arrivé, elle était assise sur son porche, ses yeux tristes fixant le lointain. Elle paraissait fragile et lasse. Voyant une étrangère habillée en tenue de ville, elle s'est immédiatement mise sur ses gardes. Je l'ai saluée poliment et j'ai commencé à parler doucement. Je n'ai pas mentionné l'accident au début. Je lui ai raconté ma propre histoire de mère célibataire se battant pour son fils, se battant pour la justice. J'ai parlé des nuits sans sommeil, de la douleur dans le cœur d'une mère. Mon histoire a semblé toucher le cœur de cette femme qui avait elle aussi enduré tant de souffrances. La lassitude dans ses yeux s'est adoucie. Après un moment, sentant que j'avais gagné un peu de sa confiance, j'ai délicatement posé des questions sur son mari et l'accident. Dès que je l'ai mentionné, son expression a changé radicalement. Son visage est devenu pâle et ses mains ont commencé à trembler. Elle a agité les mains d'un geste de déni, la voix paniquée. Ne parlez pas de ça. Nous ne savons rien. S'il vous plaît, partez. Je savais qu'elle était terrifiée. Je me suis agenouillé devant elle,
prenant ses mains froides et minces dans les miennes, les larmes aux yeux. Madame, je vous en supplie. Je sais que vous et votre mari avez énormément souffert. Mais il ne s'agit plus seulement de ma famille. Il s'agit de la vie de milliers de personnes dans ce bâtiment. S'il s'effondre, ce sera une catastrophe. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance de parler avec votre mari. Madame Peterson m'a regardé, ses propres yeux se remplissant de larmes. Elle a commencé à pleurer, les sanglots qu'elle avait retenus pendant 5 ans se libérant enfin. Elle m'a raconté qu'après l'accident, David Miller avait menacé son mari. Il avait dit à Frank que s'il disait un mot, sa famille en paierait le prix. Il avait envoyé ses hommes les traquer et les terroriser pendant des mois. Incapable de supporter la pression, Frank avait été forcé de fuir, vivant en cavale, n'osant jamais contacter sa femme et ses enfants directement, réussissant seulement à envoyer un peu d'argent à la maison de temps en temps. Elle a dit que son mari était un homme brisé, vivant dans un tourment constant, s'en voulant de ne pas avoir pu protéger les hommes qui étaient morts et d'être forcé de vivre comme un lâche. En entendant son histoire, ma haine pour David s'est intensifiée. Il n'était pas seulement cruel, il était méprisable. Il avait détruit la vie d'une famille honnête pour cacher ses propres crimes. J'ai parlé avec conviction. Madame, les choses sont différentes maintenant. Vous et votre mari n'avez plus à souffrir seul. J'ai un soutien puissant. Nous pouvons vous protéger. Si votre mari est prêt à se lever, je vous le promets, nous obtiendrons justice pour tout le monde. Madame Peterson m'a regardé pendant un long moment, ses yeux hésitants entre la peur et une nouvelle lueur d'espoir. Finalement, elle est entrée et est revenue avec un vieux téléphone portable. Elle a composé un numéro, la voix étranglée par l'émotion. Chérie, quelqu'un est ici pour te voir. Je pense que tu devrais rentrer. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir. Le lendemain, Frank Peterson est rentré. Il était plus mince et paraissait beaucoup plus vieux que sur sa photo dans le dossier de l'entreprise. Ses yeux étaient creux, reflétant des années d'anxiété et d'épuisement. Quand il m'a rencontré, il s'est assis en silence. J'ai tout raconté, la chute de David, les preuves que j'avais, et le danger imminent qui menaçait le bâtiment. Je lui ai montré le rapport qu'il avait écrit il y a 5 ans. En voyant sa propre écriture, ses épaules-là ont commencé à trembler. Il a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté comme un enfant, libérant 5 ans de culpabilité et d'impuissance accumulée. Quand il s'est enfin ressaisi, il m'a regardé, une résolution que je n'avais pas vue auparavant durcissant ses yeux. Sa voix était ferme. Mademoiselle Miller, j'ai vécu avec cette culpabilité pendant 5 ans. Il est temps que je fasse ce qui est juste. Je témoignerai. Je dirai toute la vérité, même si cela doit me coûter la vie. Je ne peux pas laisser des milliers de personnes vivre en danger, et je ne peux pas laisser mes frères tomber reposés sans que justice soit faite. Ces paroles m'ont profondément ému. Je savais que nous avions maintenant la dernière pièce cruciale du puzzle. Cette nuit-là, Arthur a envoyé une équipe pour reloger la famille Peterson dans un lieu sûr et tenu secret. Tout était en place pour la confrontation finale. Mais nous savions tous les deux qu'une fois que nous aurions joué cette carte, David et son réseau ne se laisseraient pas abattre sans rien dire. Une tempête encore plus grande et plus violente qu'avant se préparait à l'horizon. Et cette fois, ce serait une bataille pour la survie. L'accord de Frank Peterson pour témoigner a fait passer notre combat à un tout autre niveau. Il ne s'agissait plus d'un scandale d'entreprise ou d'un différend domestique, c'était une affaire criminelle majeure aux implications profondes. Arthur a immédiatement réuni une équipe des meilleurs avocats de la défense pénale du pays. Le dossier complet les preuves de l'accident, le rapport original de M. Peterson et son nouveau témoignage détaillé a été méticuleusement préparé et soumis directement au bureau du procureur des États-Unis. Lorsque les nouvelles de la réouverture de l'enquête ont commencé à fuiter, le Miller Construction Group a été secoué jusque dans ses fondations une fois de plus. Mais cette fois, les secousses ne provenaient pas de l'opinion publique, mais de la peur de ceux qui étaient impliqués. David, qui était en détention dans l'attente de son procès pour ses crimes financiers, s'est complètement effondré quand il a appris que Frank Peterson était réapparu. Il savait que son dernier lambeau d'espoir s'était envolé. Le détournement de fonds pourrait l'envoyer en prison pour quelques années, mais couvrir un accident mortel et construire sciemment un bâtiment dangereux pourrait signifier des décennies derrière les barreaux. Comme nous l'avions prédit, le réseau de David s'est mis en action. Il ne pouvait pas laisser la vérité éclater car si David tombait pour cela, il les emmènerait tous avec lui. Une série de coups bas a commencé. D'abord,
Ils ont essayé de soudoyer Monsieur Peterson. Ils ont envoyé un émissaire à sa cachette avec une offre d'une somme d'argent astronomique bien plus que ce que David avait utilisé pour le faire taire il y a des années. Ils ont promis à sa famille une nouvelle vie à l'étranger s'il changeait simplement son témoignage et affirmait qu'il avait été contraint de rédiger le rapport original. Mais Frank Peterson a refusé. 5 ans à vivre dans le tourment, c'était suffisant. L'argent ne peut pas racheter la conscience d'un homme, leur a-t-il dit. Je préfère mourir avec une conscience tranquille que de vivre riche avec la culpabilité. Lorsque la corruption a échoué, ils se sont tournés vers l'intimidation. La famille Peterson a commencé à recevoir des menaces de mort anonymes. Des hommes ont été vus rôder autour de leur lieu sécurisé, essayant de créer un climat de peur. Mais grâce à la sécurité étroite assurée par l'équipe d'Arthur, tous leurs complots ont échoué. Simultanément, ils ont lancé une attaque contre moi. Une campagne de dénigrement vicieuse, encore pire qu'avant, a été déchaînée en ligne. Ils ont engagé des trolls pour répandre de fausses rumeurs, me peignant comme une femme manipulatrice qui ne reculerait devant rien pour prendre le contrôle de l'entreprise, allant jusqu'à inventer des histoires pour piéger son ex-mari. Ils ont construit un récit où j'étais la méchante et David la victime tragique. Ces mensonges, bien que sans fondement, ont eu un impact. J'étais à nouveau confronté à une tempête de pression publique. Il y avait des jours où je ne voulais pas quitter la maison ni lire les nouvelles. Ma seule source de force était de tenir mon fils et de voir son sourire innocent. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Arthur a utilisé sa propre réputation pour réfuter publiquement les rumeurs. Des journalistes respectés ont commencé leurs propres enquêtes, publiant des articles de fond qui exposaient la vérité derrière le projet de condominium maudit. L'opinion publique a commencé à changer. Les gens ont commencé à voir cela non pas comme un divorce désordonné, mais comme la grave affaire criminelle qu'elle était. Enfin, le jour du procès est arrivé. C'était une affaire que toute la nation suivait. David a été amené dans la salle d'audience en tenue de prisonnier, l'air fragile et vaincu, le regard vide. L'arrogant PDG avait disparu à jamais. Dans la galerie, sa mère, Margaret, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne pleurait pas et ne criait pas, elle restait assise là, le regard absent, fixant son fils. Le témoin clé, Frank Peterson, a pris la parole. Il a raconté toute la vérité sur l'accident, la voix tremblante mais claire et forte. Il a décrit comment David l'avait menacé, comment il avait vécu dans la peur et la culpabilité pendant des années. Son témoignage, combiné à nos preuves irréfutables, a brossé un tableau complet des crimes commis par David Miller et ses complices. Le procès a duré des jours. Un par un, les membres du réseau corrompu de David ont été démasqués. Ceux qui avaient comploté avec lui pour le détournement de fonds, la corruption et la dissimulation n'ont pas pu échapper à la justice. Dans sa déclaration finale à la cour, David n'a plus nié sa culpabilité. Il s'est levé, s'est tourné vers moi là où j'étais assise au premier rang, et a incliné la tête. Sa voix était empreinte d'un remords tardif et désespéré. Grace, tout était de ma faute. J'ai été poussé par l'ambition et l'égoïsme, et j'ai tout perdu. Je t'ai fait du mal. J'ai échoué envers notre fils, et j'ai commis des crimes impardonnables. Je ne demande pas ton pardon. J'espère seulement qu'après avoir payé ma dette à la société, Léo et toi pourrez vivre en paix. Je suis vraiment, vraiment désolé. Il s'est effondré et a pleuré les larmes d'un homme qui avait enfin reconnu la profondeur de ses méfaits mais il était bien trop tard. Le verdict est tombé. David Miller a reçu une très longue peine pour une litanie de crimes, détournement de fonds, corruption, négligence criminelle ayant causé la mort et entrave à la justice. Tout son réseau a été démantelé et tenu responsable par la loi. Justice, enfin, avait été rendue. Ce jour-là, en sortant du tribunal, le ciel semblait inhabituellement clair et lumineux. J'ai serré Léo fort contre moi, prenant une profonde inspiration. La guerre était finie. Une guerre longue et douloureuse remplie de sang et de larmes. J'avais gagné, mais ce n'était pas une victoire qui apportait de la joie, c'était une victoire pour la justice et la vérité. Mais elle avait coûté la destruction complète d'une famille. Arthur est venu à mes côtés et a posé une main sur mon épaule. C'est fini, Grace. À partir de maintenant, vis une nouvelle vie, une vie digne de tout ce que tu as enduré. Je l'ai regardé et j'ai souri à travers mes larmes. Oui, une nouvelle vie. Mais à quoi ressemblerait cette nouvelle vie, et qui deviendrais-je maintenant que j'avais traversé l'œil du cyclone? Après le verdict final, la vie a changé pour toutes les personnes impliquées.
David a commencé ses longues années de prison, payant pour ses crimes. Margaret, après avoir été témoin de la ruine complète de son fils et du nom de sa famille, a fait une dépression nerveuse. Elle a vendu sa maison et est retournée dans sa petite ville natale, menant une vie calme et retirée, dépouillée de sa fierté et de son arrogance. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait considérablement vieilli et qu'elle quittait rarement sa maison. Peut-être que dans sa solitude, elle a enfin compris ses propres erreurs, que son indulgence aveugle avait aidé à pousser son fils sur sa voie criminelle. Je ne la haïssais plus. Je ne ressentais qu'une tristesse tranquille pour le sort d'une mère. Quant à moi et Léo, nous avons commencé un nouveau voyage. J'ai vendu le Penthouse, un endroit qui contenait trop de souvenirs douloureux. Avec une partie de l'argent, j'ai acheté un appartement chaleureux et ensoleillé donnant sur un parc. Avec le reste, ainsi qu'avec les dividendes de mes actions dans l'entreprise, j'ai décidé de faire quelque chose de plus significatif. J'ai créé une fondation caritative nommée le Grace Project, dédiée à fournir un soutien juridique et psychologique gratuit aux femmes victimes de violences domestiques et de trahison. Je voulais utiliser mon histoire et mon expérience pour donner du pouvoir à d'autres femmes, pour leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont la force de reprendre leur propre vie. J'ai continué mon travail à la corporation, mais mon ambition n'était plus le pouvoir. Mon objectif était de nettoyer les restes de la corruption de David et de bâtir une entreprise éthique et durable basée sur l'intégrité. Avec Arthur et le conseil d'administration réformé, nous avons lancé une restructuration majeure. Nous avons ordonné une révision structurelle de tous les projets passés, en particulier le condominium de Long Island City. Heureusement, les experts ont conclu que, bien que les matériaux aient été compromis, la structure centrale n'était pas en danger immédiat d'effondrement. Nous avons publiquement révélé toute la vérité aux résidents et financé un projet massif pour renforcer et réparer l'ensemble du bâtiment, assurant leur sécurité absolue. Cet acte a été coûteux, mais c'était une étape cruciale pour reconstruire la confiance qui avait été brisée. Ma vie ne tournait plus autour des soirées luxueuses et des marques de créateurs. Elle était plus simple, mais pleine de sens. Chaque matin, j'emmenais Léo à l'école. Chaque après-midi, je venais le chercher et nous cuisinions le dîner et faisions les devoirs ensemble. Le week-end, nous nous promenions dans le parc ou participions aux activités de la fondation. Je me sentais heureuse, un vrai bonheur qui venait de la paix intérieure, pas de la richesse extérieure. De temps en temps, j'emmenais Léo rendre visite à David en prison. Je le faisais non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je ne voulais pas que mon fils perde entièrement son père. Je voulais qu'il comprenne que même si son père avait commis de terribles erreurs et en payé le prix, il restait l'homme qui lui avait donné la vie. Le David en prison était un homme changé. Il était plus calme, l'arrogance dans ses yeux remplacée par un regret profond et persistant. Chaque fois qu'il voyait Léo, il pleurait. Il apprenait à notre fils à être une bonne personne, à toujours écouter sa mère, et à ne jamais, au grand jamais, suivre les traces de son père. En voyant cela, j'ai ressenti un sentiment d'apaisement. Peut-être que le châtiment de la loi était la seule chose qui aurait pu vraiment lui faire voir la lumière. Arthur est resté une présence constante dans nos vies, une figure paternelle et un grand ami. Il m'a vu grandir, m'a vu me retrouver, et il était heureux. Grace, disait-il souvent, ton père au ciel serait si fier de toi. Chaque fois qu'il le disait, mes yeux me brûlaient de larmes. Je n'avais pas déçu mon père. Je n'avais pas déçu Arthur. Et plus important encore, je ne m'étais pas déçu moi-même. Un soir, au coucher du soleil, j'étais assise sur mon balcon à regarder les lumières de la ville commencer à scintiller. Léo est arrivé en courant et a jeté ses bras autour de mon cou, chuchotant « Maman, je t'aime plus que tout au monde ». Je l'ai serré contre moi, embrassant ses cheveux doux. Une légère brise de soirée passait, emportant le doux parfum des fleurs. J'ai souri. La guerre était vraiment finie. J'avais surmonté la plus grande tempête de ma vie. J'avais tant perdu et souffert profondément, mais à la fin, j'avais trouvé un havre de paix. Ce n'était pas un homme et ce n'était pas une fortune, c'était la liberté dans mon âme, l'amour inconditionnel de mon fils et la valeur d'une vie honnête. Je savais qu'il y aurait d'autres défis à l'avenir, mais je n'avais plus peur parce que je savais qu'après la pluie, le soleil brille toujours. Et moi, Grace, j'avais enfin trouvé la paix et la sérénité que mon nom avait toujours promise.